bienvenue pour le premier enregistrement de Rencontre. C'est donc le nouveau format de We Love Dev sur YouTube. Je suis aujourd'hui avec Cyril Lacache. Bonjour Cyril. Tu es Cyril de Kima et Cyril du Ch'ti Jug aujourd'hui. Exactement. Avec Hubert Sablonnière. Bonjour. Hubert de Clever Cloud aujourd'hui. De Clever Cloud aujourd'hui. Et Ludovic Bory. Bonjour. Tu es Ludovic de Carnot. Les carottes c'est cool. Les carottes c'est cool. Ok, donc l'idée du format rencontre, si vous voulez, c'est pas forcément de faire un format d'actualité, c'est pas un périodique. L'idée c'est de... On fait des choix de carrière pertinents parce qu'on a eu de la chance de rencontrer des personnes qui nous ont... Je regarde une caméra mais je sais pas laquelle. On a eu de la chance de rencontrer des gens qui nous ont donné de l'empathie, qui nous ont expliqué leur parcours et qui nous aident à prendre des décisions de carrière. Et on n'a pas forcément toujours le temps de le faire et on n'a pas toujours la chance de rencontrer des gens comme Ludovic et Hubert. Et Cyril aujourd'hui a invité Ludovic et Hubert pour reprendre ce temps tous ensemble et on l'enregistre pour que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui on est sans masque. Parce qu'on s'est tous fait des tests PCR, l'équipe de prod a des masques derrière la régie et ils ont fait des tests PCR aussi et on est tous nickel chrome et on a décidé d'enregistrer sans masque et le prochain enregistrement on sera peut-être avec masque, je sais pas encore, mais voilà, en tout cas on a pris nos précautions, ne vous inquiétez pas et on est très content de pouvoir se sourire tous ensemble. Est-ce que c'est cool ? C'est cool. Cyril, pourquoi tu as voulu inviter aujourd'hui Ludovic et Hubert ? Vu le format du podcast que tu as proposé, c'était évident pour moi de les inviter eux deux. Déjà parce qu'on s'apprécie, en tout cas moi je les apprécie. On a passé quelques moments ensemble, on a passé quelques aventures à une époque où on travaillait ensemble chez ADO. Et ensuite c'est des personnes qui sont très engagées, passionnées dans ce qu'elles font, dans le travail et en dehors. Ils ont chacun un impact sur la communauté des devs à leur façon, côté associatif GDG d'un côté ou en speaker de l'autre, et vice versa aussi. Donc du coup, c'était évident que je voulais passer du temps en plus avec eux deux. Ça fait, je pense, plus d'un an qu'on s'était pas vus. Et en plus, je pense qu'ils ont des choses intéressantes à partager avec la communauté. Du coup, je te laisse poser la question. Yes. Du coup, Ludovic. Oui. Donc, comme tu le sais, on va passer un petit peu de temps pour parler un peu de vos parcours. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'es arrivé jusqu'à ton poste de CTO aujourd'hui, par toutes les différentes étapes par lesquelles t'as pu passer ? Alors, moi j'ai un parcours hyper classique. Je fais école d'ingé, puis école d'ingé, un stage en Suisse en l'occurrence. Et puis après, je me suis dit, tiens, Toulouse, ça a l'air cool. Alors, je suis parti à Toulouse pendant 4 ans. J'ai bossé Toulouse égale aéronautique. Donc, j'ai fait 4 ans de société de service pour Airbus, là-bas. Ou avec formation, cycle en V, industrie. Mais n'empêche, j'en garde un souvenir incroyable et je me suis jamais dit, on pourra peut-être en reparler, mais que les cycles en V, c'était tout pourri parce que ces gens-là savaient faire des cycles en V à l'époque. Avec des cahiers des charges incroyables et tout ça. Et on faisait des chiffrages qui foiraient aussi. Mais c'était hyper formateur. C'était ma première expérience, c'était l'industrie Airbus. Et puis je suis monté à Paris pendant plusieurs années aussi, du bancaire, Paris bancaire. Et en société de service aussi, chez Sphère, qui était un vrai tournant dans ma carrière. Et aussi, encore pour raison perso, quelques années plus tard, je suis venu à Lille et Sphère m'a donné l'opportunité de participer à la création de la filiale lilloise. Donc on a créé cette filiale en embauchant des développeurs aussi ici et faire monter une filiale plus être en mission chez des clients, principalement dans le retail, Lille Retail. Les villes sont assez clichés, quoi. C'est quoi en 2021 un dev ou une dev d'après toi ? Je pense qu'en 2021, plus que jamais, un développeur ou une développeuse, c'est quelqu'un qui a envie de faire, grâce à l'outil d'informatique, d'avoir un impact sur son environnement. Moi, en tout cas, quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui ou j'ai envie de travailler, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose d'utile grâce à l'outil numérique. Et plus que tout, j'ai l'impression que avoir l'envie de faire quelque chose d'utile, c'est ça qui crée une émulation positive dans tous les environnements dans lesquels je travaille et j'évolue en ce moment, que ce soit communautaire ou technique ou l'entreprise. Avoir un impact sur ses utilisateurs, c'est vraiment ce qui anime les gens avec qui je bosse aujourd'hui.
Et c'est du coup, est-ce que tu peux parler de Carnot? C'est ce qui t'a motivé à rejoindre Carnot au début? Clairement, c'est le changement et le passage de société de service à start-up. C'était peut-être une crise de la 30-quarantaine, je sais pas. Je sais pas quel âge t'avais. Si, on dit une crise à la quarantaine, mais là... Là, clairement, j'avais 30 ans, quoi. C'est ça. J'avais 30 ans, mais mon épouse était enceinte. Je trouvais que c'était le meilleur moment pour lâcher mon poste un petit peu confortable et ma zone de confort pour partir dans une start-up où j'étais le seul développeur. Parce que j'ai marqué CTO sur ma feuille de salaire, mais on pourra peut-être en reparler. Mais CTO en startup, les premières années, t'étais développeur, hein, puis tu fais tout, sauf CTO. Et par contre, c'est une rencontre, quoi. C'est quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi je suis agriculteur et j'ai une idée et j'ai besoin d'aide technique pour la réaliser. Et je t'explique mon idée. Regarde, ça pourrait rendre service à plein de gens et plein d'associations. Bon coup, en fait, ça m'a parlé. Quand tu travailles pendant 10 ans chez plein de clients avec des millions et des millions d'euros et que tu te dis mais est-ce que tous ces millions d'euros sont vraiment bien employés et que t'en sais rien, là on te donne l'occasion avec 3 francs 6 sous de voir si tu peux toi-même avoir un impact positif sur plein de gens qui ont un métier qui te parle, parce que l'agricole, j'y connaissais vraiment rien du tout, mais ça parle en fait, ça te nourrit tous les jours, quoi. Donc toujours une question d'impact. Tu as envie d'essayer d'avoir à ton échelle un impact sur des gens, tu sais coder un peu, tu essayes d'y aller, quoi. Voilà. Ah, tu peux poser des questions. Moi, je trouve que c'est une bonne réponse, en tout cas. Ok. Hubert, c'est quoi un développeur en 2021 d'après toi? Je rejoins pas mal ce que dit Ludo, en fait. Moi, souvent, je vais résumer ça, c'est quelqu'un qui crée des outils pour des gens. Et du coup, ça résonne pas mal avec ce que dit Ludo, c'est qu'il y a deux choses. C'est un métier que je trouve très créatif. Tu vas construire quelque chose. Il y a un peu le cliché qu'avant d'être dev, on a tous joué avec des Lego, des Kennex ou je ne sais quoi. Il y a un côté, on assemble des briques ensemble pour créer quelque chose d'utile à des utilisateurs. Et l'autre côté, c'est ce que je viens de dire, c'est on fait quelque chose pour des gens, on leur donne des outils pour leur faciliter leur travail, accélérer leur travail, enfin, ça va dépendre des contextes. Et moi, bossant particulièrement côté front-end, j'ai cette appétence à m'intéresser directement à ce qu'essaye de faire l'utilisateur, l'utilisatrice, et d'essayer de l'aider un maximum dans le travail qu'il a à faire, en fait, en fonction du métier. À Lille, c'est le retail, à Toulouse, c'est l'aéronautique, etc. Du coup, toi, t'es à Lille, mais tu fais pas du retail. Je ne fais pas de retail. En fait, je sais pas si tu veux que je raconte mon parcours, par exemple. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, donc lycéenne, pour la cité à Lille. Sauf que j'ai eu la chance de faire mes 2 premières années à Bitch, une ville en Lorraine qui, d'après Facebook, Enfin, je sais pas si vous avez vu récemment, mais Facebook a bloqué la page de Bitch parce que c'était offensant, je sais plus quoi. Enfin, c'est les algorithmes qui ont encore merdé. Ça s'écrit vraiment B-I-T-C-H-E. Ouais, voilà. Je suis né dans cette région-là pour les auteurs. Pour une les ville assez charmante, mais qui, en tant qu'étudiant, est un peu moins animée que Lille, on va dire. Ouais. Et en fait, sur la fin de mes études, j'ai rencontré les dirigeants de INEAD Conseil dans un forum étudiant. Et puis, je me suis dit, est-ce que j'irais pas en SS2I, en fait Donc là, j'ai travaillé quasiment 7 ans chez INEAD Conseil. Donc au fur et à mesure à faire les différents clients de la région, Mullier 1, Mullier 2, un peu de mutuelle assurance, etc. Et puis c'est pas tant que j'avais fait le tour, mais j'avais pas mal évolué grâce à eux et grâce à mon investissement, et j'ai une opportunité pour bosser avec Open Devise, donc qui est la boîte qui maintient ASCII Doctor, Antora, donc des outils autour de la documentation, des présentations. Alors je dis la boîte, mais c'est un couple, ils sont 2, on était 4 en tout, c'est vraiment tout petit. Et ils m'ont dit, alors, si tu veux bosser avec nous, on peut pas créer une succursale en France comme ça, donc je me suis mis en indépendant. Donc là, j'ai mis les mains dans faut créer une société, faut avoir un comptable et tout. Je détestais ça.
C'était mon principal client. J'ai fait quelques missions dans la région à ce moment-là, mais globalement, 98% de mon temps, c'était ça. Un peu de retail. Un peu de retail. Des gens chez qui on peut s'habiller, etc. Et... Tu veux dire à loin? Voilà. Je vois. Et du coup, au bout d'1 an et demi, 2 ans, en fait, c'était un peu compliqué parce que la documentation, c'est pas un métier qui rapporte. Enfin, c'est très compliqué de faire payer les gens pour ça, pour de l'outillage autour de ça. Donc ça s'est terminé et je me suis dit, est-ce que je veux continuer avec mon statut d'indépendant à chercher des clients, faire des missions courtes ou longues? Et en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. J'avais eu vraiment plaisir à m'investir, à réfléchir à la création d'un outil pour des gens et j'avais envie de retrouver ça. Une petite équipe produit, donc potentiellement un éditeur et un outil auquel je crois et dans lequel je peux avoir vraiment mon mot à dire sur ce qu'on fait. Et un impact. Non mais c'est exactement ça, ça résonne. Ouais. Et pas juste... et je dénigre pas, mais quand tu es chez un gros client dans une énorme équipe, ce que tu as à coder a déjà été décidé dans tous les sens. La plupart du temps a été très bien décidé, donc tant mieux. Mais j'aurais aimé avoir plus la main sur ce qu'on fait. Tu voulais être plus qu'une compétence, quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai cherché et j'ai fini par trouver un poste chez Clever Cloud, donc un éditeur de plateforme de cloud français basé à Nantes. Quand je les ai rejoints, j'étais plus ou moins le premier de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe core, enfin en tout cas ceux qui dev sur le produit, à être à distance. On avait déjà des membres à Lyon ou à Paris qui s'occupaient plus de marketing, de commerce, etc. Et depuis, on a continué à grandir. Donc l'équipe technique s'est un peu diversifiée. On pourra peut-être reparler un peu de remote à ce moment-là. Mais donc, depuis 2016, je travaille à distance avec mes collègues, en fait. J'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière aussi. Ouais. On pourra y revenir. Mais donc, c'est les questions qui t'intéressent. C'est une question, tu veux poser une question maintenant là-dessus. Moi, je suis content qu'ils présentent comme ça le métier de développeur et qu'ils partagent leur parcours. Il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin à chaque fois dans chaque étape de leur parcours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand ils ont. Est-ce que le remote, c'est le premier rang dans lequel on rentre? On peut rentrer par le remote. Parce que Ludovic, toi aussi, vous êtes passé en remote cette année avec le Covid. On est passé en remote. Sujet difficile. Déjà parce que de ce que j'ai compris, moi on faisait du remote occasionnel comme plein de boîtes. Demain j'ai besoin de rester chez moi parce qu'il y a des travaux, reste chez toi, tu vois. Donc bon, c'était pas du remote. Le remote, tu apprends, tu te retrouves en 2020 dans un contexte un peu pourri où personne n'a de webcam, personne n'a de micro sympa chez lui, tu dois essayer de t'équiper à l'arrache et puis t'as pas d'écran, alors tu dis passe au bureau, c'est fermé mais c'est pas grave, passe au bureau et puis prends un des écrans et tu le ramènes chez toi, et c'est comme ça que ça se passe, et le remote s'est mis en place comme ça, et c'est pas la meilleure des solutions. Ouais, c'est un peu Robinson Crusoe du télétravail, quoi. Mais carrément, et il y avait plein d'entreprises. J'étais très chaud. Quand il a décrit, j'ai eu l'image, genre on galère, on cherche des bouts de bois, des planches pour faire des choses. Tu vois, mais c'est système D, quoi. Et tu fais ce que tu peux et tu te renseignes. Tu te dis, ok, il y a plein de boîtes qui font du remote depuis longtemps, qui arrivent, qu'est-ce que c'est? Et là, tu te rends compte, le remote, il y a une culture. Il y a une culture du remote, de la communication, il faut être présent mais pas trop, ne pas attendre de réponse synchrone, il faut de la documentation, et là tu regardes ta startup, tu dis bon, il y a du travail, il n'y a pas de doc, il n'y a rien, il n'y a aucune ressource documentaire pour que les gens soient autonomes. Et puis il faut accepter l'asynchrone, et puis tout ça, quoi. Et puis ce rythme à mettre en place, est-ce que les gens sont confort chez eux, est-ce qu'ils sont dans une bonne situation, Donc on est passé au remote par la force des choses. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que on s'est outillé au fur et à mesure sur plein de domaines, la doc et compagnie, quoi, même si c'est un travail permanent et que c'est vrai que les gens ne veulent pas trop mettre d'argent dedans, malheureusement.
Mais la doc, c'est un sujet, parce que nous, typiquement, on n'a pas un gros confluence avec des kilos d'infos, des README. Je pense que les README sont faits, mais la doc est pas dans wiki. On n'a pas des gros wikis, comme j'ai pu avoir sur des projets avant. Par contre, en discutant avec d'autres gens, je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup des one-pagers, où on faisait beaucoup, genre 4-5 slides pour présenter aux collègues sur un point de 10 minutes, tu vois. Ouais, mais n'empêche que au début d'une entreprise, tu as toujours des gens qui accumulent de la connaissance, quoi, malgré eux. Et ce sont les gens à qui, dans le bureau, tu viens taper sur l'épaule en disant « ça, je sais pas faire, il faut que tu le fasses ». Et puis tu dis « ouais, ok, je le fais parce que ça va te prendre 3 minutes et que l'expliquer, le documenter, tout ça, ça va te prendre 2h30 et t'as pas le temps. » Et voilà. Et c'est malheureux parce que tu sais que c'est pas la bonne façon de faire et qu'il y a un jour tu seras pas là et que la personne, il faudra qu'elle le fasse quand même. C'est le fameux buzz factor, si je peux te couper 2 secondes. Exactement. Ou si, alors le buzz factor, c'est combien de personnes doivent se faire renverser par un bus pour qu'il y ait un problème. Et donc si tu as un buzz factor de 1, ça veut dire que la connaissance repose sur une seule personne, et s'il lui arrive quelque chose de grave, ton entreprise, un sous-produit de ton entreprise est en péril, entre guillemets. Ouais. Et donc plus tu augmentes ton buzz factor, plus tu sécurises un peu la connaissance. Exactement. Ouais. Et du coup, parce que chez Clever, vous avez tout dans les issues GitHub, vous avez tout d'asynchronisé. Alors, moi, quand je suis arrivé, donc comme je disais, l'essentiel de l'équipe technique était, on va dire, à Nantes. Après, on a Marc-Antoine qui avait bossé pendant au moins 1 an au Japon. Donc, il y avait... Et puis, certains bossaient des demi-journées chez eux. Donc, il y avait déjà un peu une culture un peu asynchrone, etc. Et par exemple, il n'y a pas de daily présentiel à un horaire précis. Ouais. Il y a une espèce de daily asynchrone par écrit dans un channel Slack dédié. Où tu dis aujourd'hui je vais travailler là-dessus. Ça donne un peu une information succincte sur qui est sur quoi. Je digresse. C'était quoi ta question? On veut savoir. Oui, et après au niveau de la documentation, ça va énormément dépendre. Tous nos projets privés sont sur un GitLab interne, hébergé chez Clever Club. Et nos projets publics, on en a de plus en plus, sont sur GitHub. Donc on va avoir énormément de choses dans des issues. On n'a pas de confluence ou autre. La doc va être soit dans des documents Markdown ou autres sur des repos, soit dans des issues en fait. La pull request, c'est déjà la doc. Ouais. Est-ce que les nouveaux arrivants vont aller lire les anciennes pull requests pour vraiment savoir ce qui s'est passé? Peut-être pas. C'est plus dans des fichiers de doc, quoi. Une doc, tu dois pouvoir savoir où elle est. Une PR, tu sais pas où elle est. Une fois qu'elle est émergée, elle part dans les méandres des PR, quoi. Tu dois savoir où elle est, savoir chercher dedans. En fait, une doc où tu sais pas trouver l'info, ça sert à rien. Et une PR, oui, tu vas passer du temps à fouiller ton historique, mais c'est hyper dur. C'est une forme de doc quand même, parce que quand tu recherches quelque chose dans le code, tu vas retomber sur la PR, et donc ça va te donner du contexte un peu sur ce qui s'est passé. Donc si t'as pas une bonne manière de travailler ou à documenter ta pull request, quand tu retombes sur ce commit 6 mois plus tard, ça t'aide pas trop à savoir ce qui s'est dit oralement. Donc c'est important d'avoir des PR bien documentées. Ah, puis surtout pour la personne qui va review la PR, c'est quand même vachement bien s'il y a un GIF, une capture d'écran. Oui, mais peut-être que pour certaines entreprises, avant le remote, ils reviewaient la PR en pair, l'un à côté de l'autre en synchrone, et ils parlaient. Maintenant, tu es un peu obligé de documenter ta PR et de faire en sorte que la personne qui va la review en asynchrone puisse le faire en autonomie 90% du temps, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, il n'y a plus la transmission de connaissances informelles de la PR review. C'est plus une peer review, c'est une code review. Voilà, et ça arrive qu'on ait besoin quand même de faire des peer reviews en synchrone pour certains sujets qui sont un peu plus sensibles, où c'est difficile de transmettre dans une documentation dans une PR. Et ça m'intrigue vachement ce que tu disais, vous mettez jamais la webcam pour vous voir un peu Si. En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis arrivé, on a mis en place... Alors, comme je disais, il y avait déjà des choses, des règles sur Slack, c'est la machine à café, c'est du temporaire. Si tu veux transmettre une information, tu fais un email, c'est pas pareil. Ouais, voilà. Oui, non, là je parle plus de communication ou même de lancer une discussion ou alors une issue, bien entendu, c'est lié à un projet. C'est un vrai sujet. J'en parlais récemment avec un chef d'entreprise. Je disais, si je l'ai mis dans le chat et que personne ne m'a répondu, j'aurais dû faire un email. Si je veux une réponse, il faut faire un mail. Et normalement, quand tu reviens de vacances, tu n'es pas censé avoir besoin de rattraper le Slack. Tu rattrapes tes mails, tu regardes les issues si tu es mentionné, etc. Mais
Voilà, bon après, le channel pets, le channel random, tu le rattrapes pour avoir les private jokes, mais voilà. Il rattrape les channels les plus importants. Mais Vous êtes plutôt chat chez Clever ou il y a des chiens un peu? non, il y a chat, chien, Gif. Vous avez des chats différents? hérisson. Il y a Hérisson. Non, il y a Geoffroy qui est fan de hérisson, il en a sauvé plusieurs et qu'il a retrouvé dans son jardin. Ça m'étonne pas du tout. Mais non, Entre deux baguettes. pour revenir à ce que disait Ludo, on a mis en place des chat roulettes. Donc on a la caméra, mais tout le monde est habillé. Ça va déraper. Où en fait, toutes les 2 semaines, je crois, on a un chatbot qui dit toi, vous faites un call d'une demi-heure. Ouais. Et l'idée, c'est essentiellement que tu parles autre chose que boulot. Mais souvent, on en parle aussi un peu. Mais c'est, t'as fait quoi ce week-end? Tu regardes quelle série? Les enfants, ça va? C'est le de virtual tout, quoi. coffee, ouais. C'est open source? Non, c'est complètement privé. Ce n'est pas enregistré. Non, mais l'outil, c'est génial. Alors, le bot, il s'appelle Shuffle, mais je sais pas trop s'il y a un truc qu'on a juste plugué. Ou... En vrai, chez Techstars, on faisait ça parce que là, c'est une boîte hyper remote, Techstars. Donc, quand tu rentres, tu peux pas genre aller voir des gens et même les bénévoles entre nous. Donc, il y avait ça, les virtual coffee. Et c'était de mémoire un Google Form où tout le monde disait, bah, ce mois-ci, j'ai envie d'en faire un. Et ça, c'est comme ça qu'on contacte. Et il y avait quelqu'un qui prenait une journée pour faire un random à la main, quoi. Ouais. Bah, au départ, il y a quelqu'un qui a signé les gens en random dans un tableau Excel. Et depuis qu'on a le bot, chacun se débrouille. C'est-à-dire que le bot, il dit toi. Ça ouvre un DM Slack à 3-4. Et après, nous, on s'arrange quand est-ce qu'on le fait en fonction de nos agendas. Et ça arrive que ça passe à la trappe, personne va vérifier. Enfin, chacun fait comme il le sent. Et ce qui est marrant, c'est que bah, forcément, tu as plus d'affinité avec certains ou tu connais pas encore bien les nouveaux. Et bah, ça aide. C'est ça, top comme plutôt idée. pas mal, quoi. Je vais te la piquer. Vous faites comment Nous, on organise des team building régulièrement et on a des cafés par équipe et transverses entre équipes pour que les gens discutent. Mais l'idée d'avoir un bot enfin pas forcément un bot, mais d'avoir ce système qui force un peu les choses pour que les gens qui travaillent pas ensemble puissent passer un petit peu de temps, je trouve ça pas mal. En fait, tu vois, tu l'as dit, c'est le transverse. Moi, le transverse, je trouve que c'est peut-être le sujet le plus compliqué. Créer une espèce de rituel et de lien dans ton équipe avec les gens avec qui tu bosses. Souvent, c'est assez facile, mais en start-up, tu as plein de cœurs de métiers différents, de gens qui ont une journée complètement différente. En tout cas, chez nous, parce qu'on ne fait pas un produit tech, on fait un produit pour l'agricole, quoi. Et comment tu crées du lien avec le remote entre toutes ces équipes différentes qui n'auraient sur le papier aucune raison de se parler pour faire son job. Et c'est ça qui est dur. Tu peux pas dire tous les jours je vais faire un meet avec 50 personnes parce que quand tu as 50 personnes, les gens se parlent pas vraiment. Et pourtant, si tu as envie de créer une culture d'entreprise et vraiment quelque chose pour que tout le monde aille dans le même sens, bah, t'es obligé de créer une synergie entre toutes ces personnes, quoi. Et ça c'est peut-être une des choses encore où on a le plus de mal, nous. On a une bonne synergie d'équipe. Par contre, on fait pas de visio ou de trucs cross-équipe, quoi. Parce qu'on sait pas le format qui serait pertinent. Il vous manque un channel pets. Peut-être. Non, mais on parle sur Slack, évidemment. Mais non, parce que la relation, en fait, il y a 2 sujets. Il y a le fait de créer un moment ou de créer un lieu, tu vois, pour discuter. Donc, nous, récemment, on a repris Work Adventure pour jouer à Gartic Phone avec des bières à 17h30 et c'était ouf de bien. Et c'était très informel et quand il y a Gartic Phone qui est en train de tourner le tudum, c'est sûr que c'est pas sérieux ce qu'il va être dit à côté, tu vois. Mais le fait que chacun ait une relation, tu vois, qu'il y ait des relations entre en one-one et que sincèrement tu prennes soin et tu tiennes à la personne, tu vois. Genre, en vrai, si un développeur chez toi, il a créé une relation avec un commercial et du coup, quand le commercial a un problème, tu vois, il y a une forme d'empathie qui l'oblige à l'aider, tu vois. Ouais. Mais j'arrive pas encore à savoir, parce que nous, il y a ça, mais j'ai l'impression que c'est encore un reliquat de l'avant. De l'avant. Et parce que je connais bien les gens, j'ai des liens avec chacune des personnes. Et c'est ça qui m'a poussé à avoir cette empathie. Mais tous les nouveaux arrivants qui sont arrivés depuis 1 an et demi, je sais pas s'ils ont ce lien-là, tu vois. Et c'est dur à créer, tu le crées pas. Et moi, c'est ce que, quand on parle d'effet machine à café, où les gens ils disent ouais, ça sert à rien, tu peux le ritualiser ta machine à café. Ben non, je trouve vraiment que ce côté machine à café où tu vas prendre ton café avec quelqu'un de façon complètement opportune parce que c'était pas planifié, ça c'est dur à remplacer, quoi. Nous récemment, on fait ça avec Discord.
On a plein de channels avec des noms pas possibles. Mais il y a un channel apéro, un channel goûter, un channel café. Pourquoi il y en a 3, je sais pas. Mais de temps en temps, le matin, tu commences ta journée et il y a Gaël dans le channel café. T'y vas et tu vas papoter un quart d'heure et tu t'y mets. C'est assez intéressant en fait. Je trouve que depuis qu'on le fait, on commence à avoir 2-3 trucs informels comme ça. Je rajouterais un Ça dernier marche pas élément trop mal. qui est que ces outils qu'on utilise, nous, et tu vois, Work Adventure, Discord, ce sont des outils de tech. Ouais. Et Ah, oui, c'est sûr, ouais. tu peux installer, Ouais, c'est sûr. tu peux installer ces outils sur l'ordi de n'importe qui, il arrivera quand même à s'en servir, mais nous, on a essayé au début du confinement que tout le monde ait Discord, et en fait, il l'ouvre pas, quoi. Parce que. Yet Another Tool. Bah ouais, exactement. Et donc, il y a un vrai frein technologique à la convivialité, quoi. Tu vois, Bah, c'est limite, le- on ferait un groupe WhatsApp, ça Non, serait mais c'est plus parce qu'il facile, faut, quoi. il faut rajouter le moment au-dessus. Tu vois, les gens vont pas spontanément aller sur Work Adventure. Par contre, si on dit que ce soir tout le monde est sur Work Adventure et il y a telle animation, les gens ils vont y aller. Mais c'est vrai que la première fois que Marcy elle s'est connectée sur Work Adventure, elle a cliqué sur le lien, elle a fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un peu flipper effectivement. Par contre, tu vois, nous, on a ritualisé ça. Ça a commencé au premier confinement, au bout d'une ou deux, 3 semaines, je sais plus. On a ritualisé le goûter du vendredi, où à 16h, il y a un call d'une demi-heure, tu te pointes ou pas, mais c'est dans l'agenda, et ça a peut-être créé plus l'occasion pour que les rares personnes non techniques chez nous puissent s'y connecter. On l'a refait en octobre et depuis, il est tout le temps dans l'agenda et c'est un coup à 16h, un coup à 13h30. Parfois, c'est un goûter, parfois un café. Parce que en fonction des agendas des gens, si tu as tes enfants chez toi ou autre, les horaires s'adaptent à tout le monde, on va dire. Et du coup, le fait que les gens ils prennent soin des autres, les uns des autres, la relation, dans le livre Radical Candor, la réponse by the book, c'est toi, si tu le fais avec un groupe de 10 personnes qui sont tes direct reports, et si tu le fais bien, en fait, la conviction, c'est que les gens avec qui tu le fais, ils vont avoir envie de le faire avec les autres. Mais tu peux pas t'assurer et faire un process qui fait que les gens le fassent tous l'un avec l'autre, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Mais il n'empêche que j'observe, enfin, je pense que dans des entreprises, il y a toujours des gens qui tirent les autres, qui sont vraiment des sources de ça. Et tu vas avoir les personnes qui s'isolent, tu vas avoir les personnes qui attendent que ça vienne, tu vas avoir les personnes qui vont créer cette synergie. Et c'est dans la nature de chaque personne d'être comme ça, tu vois. Et aller chercher tout le monde comme ça, c'est de l'énergie, quoi. Je pense que du coup, je pense que les rituels et les moments, que ce soit le virtual coffee ou les moments qu'on crée, c'est un peu un garde-fou qui nous empêche de s'autarciser, tu vois. Mais l'initiative, elle part d'un individu. Et tu peux changer ton comportement, mais tu peux pas changer le comportement des autres. Tu vois, donc je peux pas obliger les gens à être sympas, tu vois. Mais si je suis sympa, j'espère que les gens ils vont être sympas en retour, tu vois. L'entreprise, elle peut aussi inciter à ce que ça se passe comme ça. Si on bonus. valorise le fait d'aider les autres, ça va inciter les gens à le faire. Et on peut organiser par exemple, on va avoir des ateliers où on mélange toutes les équipes. Donc tu te retrouves avec des gens qui sont dans d'autres pays et ne travaillent pas du tout sur les mêmes sujets que toi. Et on va se retrouver à 4 pendant 30 minutes. On ne se connaît pas. Certains parlent pas forcément la même langue que toi, native, etc. Et on va avoir, à chaque fois qu'on va avoir cet atelier-là, ça va être une thématique différente. Ça peut être lié à une valeur de l'entreprise ou lié à l'agilité, lié à quelque chose sur lequel on a envie de partager. Et tu passes 30 minutes avec quelqu'un, avec 4 personnes, t'échanges sur quelque chose. Et ça dure pas très longtemps, tu vois, mais ça crée un lien. Et tu découvres quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais croisé si l'entreprise n'avait pas mis en place ce genre de choses. Est-ce que tu as bossé dans des boîtes où tu faisais des 360 reviews? Des quoi? Des revues à 360 degrés? Tu l'as fait exprès ou pas? Non. Si tu l'avais fait exprès, c'était génial, c'était parfait. Je l'ai fait exprès. Pas le by the book, mais il y avait ce type de pratique dans mes anciennes boîtes. Ouais. Parce qu'en vrai, je l'ai vu une fois chez Techstar et on m'a sollicité pour la revue à 360 degrés d'un des salariés avec qui j'étais en direct rapport, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa, tu vois, genre juste... mais en vrai, j'ai juste pu remettre des fleurs, tu vois.
En fait, cette personne est géniale et je voulais que ce soit écrit, et maintenant c'est écrit quelque part. Alors, nous, on a un channel Thanks où personne t'incite à le faire, mais quand tu as envie de dire merci à quelqu'un, tu le dis là-dedans, tu le hâtes, tout le monde voit que tu l'as remercié. Souvent, il y a une ribambelle d'emojis. GIF animé. Et en vrai, je sais plus d'où ça vient. Je me demande si c'était pas l'idée de Philippe Charrière, mais je trouve ça vachement bien. Et de temps en temps, tu vois un tel qui remercie l'autre pour l'avoir aidé à l'onboarder là-dessus ou machin. Et tu fais, c'est cool et tout. Et c'est pas du tout fake, quoi. Enfin, c'est vraiment sincère. Tu le fais pas. Je fais ce que tu veux. Nous, on le fait à travers un autre canal, parce que on a ce qu'on appelle un mur des victoires. Sur Slack. Et mur des victoires, c'est une victoire d'entreprise. C'est mieux que les murs de la honte. C'est ça. Comment ça se matérialise du coup? Non, le mur des victoires, c'est dire un truc sympa qui nous est arrivé, ou un truc vraiment cool. Tu vois, je sais pas, on a dépassé notre record d'activité, nos ventes, nos machins, ou alors j'ai gagné, ou un client m'a appelé, et puis juste pour nous dire merci. Oh bah putain. Un truc qui arrive jamais, quoi. Bah si, ça arrive. Faut savoir, ça arrive. Et quand le client il t'appelle et il te dit des trucs sympas, eh bien ça atterrit sur le mur des victoires. Et puis en général, la personne qui met ça, elle dit je remercie le commercial et puis gna gna gna, et puis la personne qui s'en est occupée gna gna gna, parce que le suivi a été génial, quoi. Ouais. Et donc ça, et puis là clap et tout le monde est content, et on se dit au moins ce client est content, et c'est une belle victoire, et c'est une émulation positive. C'est les mails transactionnels en fait. Ils sont tous envoyés depuis un salarié de la boîte. Et du coup, en général, un dev, quand il trouve un poste, il reçoit un mail transactionnel et il dit, pour nous dire gentiment qu'il s'en fout, il nous dit hey, j'ai trouvé un job et je suis super content et je voulais vous le dire. Par contre, il faut arrêter de m'envoyer des emails maintenant. et c'est ce moment-là, du coup, on fait ouais, machin, il a trouvé un job, ouais, on est tous contents. Tu vois. Mais maintenant, on coupe ses notifs. Et maintenant, il va supprimer son profil sur Hello. Mais c'est hyper important de faire ça, je trouve. Je trouve aussi. C'est une des façons de créer une synergie d'entreprise, c'est d'avoir des victoires communes, quoi. Ouais. Et en plus, si tu peux féliciter des gens de la boîte, c'est encore mieux. Ouais, on va couper la séquence sur le remote. Et Philippe Charrière, que tu as mentionné, j'ai enregistré un podcast avec lui. Et je pense qu'au moment où on publiera cet épisode-là, le podcast il fait 1h10 et il sera publié sur le podcast audio. Et j'encourage vraiment les gens à aller le voir parce que franchement, pendant 1 heure, il parle de toutes les étapes de son parcours. Ouais. Notamment, il dit qu'il est pas bon commercial et qu'il l'a appris chez Clever. C'est un métier difficile. J'ai pas trop d'avis sur cette partie-là, mais il préfère être en après-vente aujourd'hui. Ouais, je pense que ça lui. Je pense que les techs ont mieux en après-vente ou en avant-vente, effectivement. Quel angle on prend, Cyril, maintenant? On peut revenir un peu dans le passé. Dans le passé, et de savoir, dans le parcours que vous avez eu, vous êtes tous les deux passés par des sociétés de services. Ouais. Et du coup, vous avez tous quitté ce monde-là. Maintenant, on peut savoir un peu comment ça s'est passé pour vous dans cette période-là. Ouais. Je vais essayer de la faire précise, la question, pour qu'on y arrive vite. Parce que Hubert, toi, à la fin, tu étais expert chez Inat. Et toi, Ludovic, tu étais directeur technique d'une agence? Non, ouais, tech lead. Tech lead d'une agence. Team leader. Comment on devient un expert en ESN? Vous n'avez pas forcément fait le même parcours et c'est pas forcément évident. Il n'y a pas genre un moment où tu te lèves et t'es expert, tu vois? Non, c'est parce qu'on a préparé l'émission avec des discussions en off. Moi, j'ai commencé en stage de fin d'études. Je suis allé chez un client. En plus, pendant 3 mois, j'ai pas fait de dev. J'ai fait des process. Genre, ça correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais de mon métier. Et puis, c'est venu au fur et à mesure avec ensuite des missions qui m'ont convenu beaucoup plus. Et non, en fait, ça s'est fait à la fois via des missions qui m'ont fait grandir, et on va les citer. Chez Humanis, j'ai eu l'occasion de faire les toutes premières web apps smartphone et de pouvoir expérimenter sur ce qui était possible en HTML5 en 2011-2010, tu vois. Enfin, on parle d'une autre époque. Et aussi via un investissement sur mon temps libre avec des copains d'Inéa de conseil où on voulait faire grandir la boîte pour qu'elle soit plus connue comme un endroit où il y a beaucoup de passionnés, où on peut s'épanouir en tant que développeur. Et donc, ça passe par créer un blog, participer à des confs, sponsoriser des jugs, des meet-up, voire même essayer d'y participer en tant qu'orateur. Et donc,
Moi, je dirais que j'ai grandi à la fois via ce que m'a apporté la diversité des missions d'être un prestataire et aussi via un investissement conséquent, pas anodin sur mon temps libre, de faire de la veille, d'essayer de mettre mon nez dans différents milieux, que ce soit des meet-up locaux et autres. Et ça, ouais, lire des trucs, bouffer du podcast et des talks, ça demande pas mal de temps. Et Je pense que les gens sont en train de le faire maintenant. c'est un sujet sur lequel on digressera peut-être sur à quel point c'est peut-être malheureux que ce soit nécessaire d'avoir autant d'investissement perso pour grandir ou pas. En fait, c'est vachement... Ça évolue pas mal il y a 10 ans et maintenant. Je pense que les entreprises maintenant laissent un peu plus de temps qu'avant peut-être aux gens pour se former et pour passer du temps à regarder ce qui se passe en dehors de son contexte de travail. Et moi, j'ai eu, j'ai eu la possibilité, grâce à INEAD, d'être orateur dans des confs sur mon temps de travail, de temps en temps avoir des jours pour écrire un article de blog, au-delà de tout ce que je pouvais faire sur mon temps libre. Ça, c'est un sujet que Philippe mentionne dans le podcast, c'est-à-dire que dans les équipes qui géraient en ESN, c'était principalement du Java, mais il y en avait qui voulaient faire du .NET. Et la première question qu'ils faisaient, c'est est-ce que tu as fait des projets perso en .NET? Est-ce que tu as essayé d'installer Visual Studio? Parce que, ok, on va te former à .NET si on a un projet sur .NET, par contre, on va préférer former, là vous êtes 50 dans la boîte, on va préférer former celui qui a déjà commencé à toucher, quoi. Donc il y a quand même, c'est à la boîte d'investir sur la formation de ses salariés, mais elle va toujours investir sur celui qui a fait le plus d'efforts avant. Qu'est-ce que t'en penses, Ludovic? Parce que c'est hyper coercitif comme discours dans la bouche d'un directeur de SM. Non, je pense que ça marche pas comme ça. Attention, avis tranché. Vas-y, on est là. Une société de service, comment elle gagne sa vie? Faut repartir de là en fait. Elle gagne sa vie en vendant de la prestation. Elle vend de la ressource, c'est un peu horrible, mais elle va dire que... on dit. Exactement. Son discours commercial, c'est elle vend de la compétence, mais in fine, c'est de la ressource qu'elle vend. C'est la loi. Hein. Si tu fais autre chose, tu peux être embêté. Ouais, c'est pas leur raison sociale, effectivement. Elle te vend aussi le fait, suivant lesquels, qu'elle a fait une sélection et une formation. Donc elle te vend le fait qu'elle a dans son... Je ne vais pas dire cheptel. Elle a dans son pool de compétences des gens qui sont mieux que son concurrent parce qu'elle les a fait grandir ou elle a choisi les bons, etc. Elle a dans ses employés des gens qui ont des compétences. Est-ce que vous avez la différence entre une ESN et une boîte de conseil? Moi, j'ai mis 5 ans à comprendre. Le TGM, non il y a un x2 entre les deux. Parce qu'en fait, Altran, c'est une boîte de conseil et Capgemini, c'est une ESN. Et la différence, elle est claire pourtant. Non, vous l'avez pas. Hein. Non. Alors, une ESN, elle peut prendre un centre de service et externaliser complètement l'IT chez elle. Une boîte de conseil, elle doit changer le client et ses process et aller chez lui. Et les deux font de la régie et de l'assistance technique à la fin. Ils font tous les deux, je pense. Ils font tous les deux. Tant qu'il y a moyen de gagner de l'argent, c'est chaud, quoi. On fait. Et donc, en fait, à partir du moment où ils vendent où le discours commercial est de vendre de la compétence, une ESN doit s'assurer que tous ses employés ont une certaine, ce qu'on appelle de l'employabilité. Et de l'employabilité, c'est quoi? Ça veut dire que en permanence, tous tes employés doivent avoir un panel de compétences qui leur permettra de trouver la mission d'après. Et c'est ça la clé de tout. Une société de service qui a envie d'avoir du bon business doit s'assurer que tous ses employés ont une employabilité qui soit cool, en adéquation, où tu peux aller choper un TJM qui soit hyper intéressant, et ça veut dire faire de l'innovation, être un peu en avance, tout ça. Et donc ils vont t'inciter, les boîtes qui ont compris ça vont forcément t'inciter à aller en conférence, à te former, et ce qui est un peu dur, c'est la frontière entre, attention, les meet-up où tu vas pouvoir te former, te tenir et te créer ton réseau professionnel et potentiellement la mission cool d'après, malheureusement c'est en dehors des heures de boulot. C'est le soir. En vrai, et puis c'est la vraie valeur ajoutée pour se faire, parce que tu vois, par exemple à Strasbourg, j'ai un ami qui travaille là-bas et il était dans une ESN Pachirov en sortie d'école et il est passé chez Sphère, mais il est resté chez le même client. Je dis mais ça change quoi? Et il me dit mais avant je faisais du vieux PHP pourri, du VB, et chez Sphère on m'envoie pour faire du JavaScript et de l'Angular sur du cloud. Le PHP c'est très bien aussi. Il est chez le même client à la fin. Non, il y a PHP et PHP, vraiment. On est d'accord, genre il y a la belle application en Symfony avec API Platform et je te rassure, c'est aussi vrai avec JavaScript. C'est pareil en JavaScript, mais ouais.
Et Visual Vas-y, Basic, vas-y. ça fait peur aussi. Là, j'ai rien dit, tu vois. Visual Basic sans .NET, hein, on s'entend. Oh là là, oh là là. Et tu vois, je pense que si on dit une ESN, pourquoi ça peut être bien en sortie d'école et tout ça, ben, comme le seul intérêt l'intérêt commercial de l'entreprise est de s'assurer que tu vas trouver du job, elle va s'assurer que tu as les bonnes compétences qui correspondent au marché. Et une des raisons qui font que potentiellement en sortie d'école c'est pas un si mauvais choix que ça, eh bien Même un bon choix, selon moi. Même un bon choix. En tout cas, il y a 10 ans, c'était le cas. Aujourd'hui, je suis un peu plus réservé. Ouais, mais parce que au final, moi j'ai retracé ma carrière et la raison pour laquelle en sortie d'école je suis allé en société de service, c'est parce que sur les forums d'emploi, c'est eux qui sont là, c'est eux qui font de la pub partout et voilà, parce qu'en plus un junior ça coûte moins cher et tu peux marger plus quoi. Il y a 10-20 ans, quand tu allais voir une société, un client final, il disait nous on passe que par des prestataires, est-ce que tu veux que je te recommande auprès de... Exactement. Il n'y avait pas We Love Dev à l'époque pour trouver d'autres boîtes que les ESN qui étaient les seules disponibles dans les forums. Non, c'est vrai. Non, mais Internet, ça change la chose. Il n'y avait pas forcément Internet il y a 20 ans pour trouver du taf. CV Adel, ça date de 2005, je crois. Je suis pas si vieux que ça. LinkedIn. C'est vrai, t'es passé... Il y avait LinkedIn quand t'étais jeune geek ou pas? Oui. Oui. Quel enfoiré. Oui. Non, mais c'est parce que j'enregistre des podcasts avec des vieux. Imagine, Philippe, c'était pas le cas, je pense. Ah, ça y est, tu viens de me dire qu'il était vieux. Bon, c'est pour partager une anecdote, moi l'ICN avait organisé un forum où dans la grande salle machin il y avait plein d'entreprises, enfin c'est genre salon, chacun a son box, donc on est allé voir plusieurs trucs. Et c'est pas compliqué, en 2008 quand t'es un petit jeune que tu tombes sur Yves Delnat, il nous regarde peut-être, qui a des forces de persuasion et qui est hyper sympa, tu tombes là-dessus et te dis on bosse pour Decathlon, avec Decathlon, Auchan et tout, t'es là génial, et après tu comprends que toute la région bosse avec ces gens-là. mais forcément on t'explique que tu vas pouvoir faire plein de missions différentes, c'est hyper attrayant et encore une fois, je saurais pas dire aujourd'hui si j'étais jeune deep, est-ce que j'ai aucune idée, mais à l'époque je trouvais ça génial et je ne regrette pas du tout. En Master 1, moi j'ai posé mon CV sur tous les stands aussi au même forum. J'ai fait sans souci 15 ou 20 entretiens pour un stage de première année de Master, alors que en vrai, j'aurais pas réussi à faire 15 ou 20 entretiens en dehors des ESN. Il y avait même des ESN qui organisaient déjà des soirées un peu chill, mais en fait c'était des soirées où t'enchaînais 3 entretiens, tu vois. Mais il y avait Mario Kart à côté ou un billard, tu vois. Mais alors qu'aujourd'hui je vois les jeunes qui cherchent des stages en ce moment sur We Love Devs ou de manière générale et qui n'ont pas forcément cet accès à un forum d'emploi comme le propose ICN, ils envoient 400 candidatures pour faire un stage. Donc on a été bien reçus quand même dans les ESN, on nous recevait quand on était jeunes diplômés, alors qu'aujourd'hui les jeunes diplômés ils ont du mal à trouver à suivre en entretien quoi. Je me rends pas bien compte c'est de dur, ça, c'est dur. Et puis nous on est dans un certain confort en vrai maintenant. Mais c'est vrai. Je pense que les diplômés ils ont pas mal changé aussi depuis 10 ans. Maintenant il y a des diplômés qui sont beaucoup plus autodidactes, qui n'ont pas forcément fait une formation. Je pense que le marché a pas mal bougé par rapport à ça. Mais je pense que des versions de nous qui sortent d'école, qui arrivent maintenant sur le marché, trouvent très facilement un emploi. Si tu as un bac plus 5. C'est plus pour les autres profils où c'est nouveau et les entreprises n'ont pas encore fait le virage et elles ont du mal à s'y mettre. Ce que je veux dire, c'est que même tu as un jeune diplômé qui a un diplôme d'ingénieur, s'il veut faire 10 entretiens d'embauche, il va en faire 10 dans les ESN, mais s'il veut faire 10 entretiens d'embauche sans passer par les ESN, ça va quand même être compliqué. D'accord. On est d'accord là-dessus? En vrai tu le sais mieux que nous, je pense. Non, mais je veux dire, c'était déjà le cas pour nous, tu vois. Je pense que c'est un peu mieux maintenant, parce que maintenant les clients finaux, ils ont commencé à s'intéresser à l'informatique et pas seulement comme une ressource, et donc ils internalisent la compétence. Et donc ça c'est un changement qui fait que maintenant tu peux aussi rentrer pas forcément que dans une ESN quand tu surtout dans la région lilloise. Honnêtement en 2000 quelque chose, je sais plus trop. J'aurais même pas su chez qui postuler pour rentrer en interne. En vrai, il y avait ça se comptait sur les doigts de la main quoi. Sur We Love Devs, vous pouvez aller faire une candidature spontanée chez le Romain Lindéo, ils ont des programmes juniors, etc., qui sont vraiment bien. Ouais, carrément. C'est pas le même.
Et ils investissent en fait, surtout les retailers de la région, ils investissent sur le fait d'avoir des gens qui arrivent sans culture d'entreprise, parce que quand tu recrutes des juniors, ils n'ont pas une culture. Des fois, le premier employeur, il a tapé sur le syndrome de l'imposteur de la personne. Donc là, ils recrutent des gens qui sortent de l'école avec la patate, ils les forment à leur culture d'entreprise unique. Derrière, ça devient des soldats porte-maillot, tu vois, indémacables, quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est plus forcément la seule option, en tout cas la principale option d'aller en ESN quand on sort maintenant d'école, parce que maintenant il y a des clients finaux qui proposent des intégrations, des parcours pour grandir. Moi, si je suis parti en ESN en sortant d'école, c'est parce que ma formation n'était pas terminée en fait. Carrément. C'est parce que en fait, j'étais pas prêt à créer une application, un service de zéro, de rien et de le mettre en production. J'avais besoin d'être accompagné. Ma formation était une bonne base, mais il me manquait beaucoup de choses. Et en ESN, ça permettait de voir différents contextes, différents clients, et après de pouvoir faire mon choix. Aujourd'hui, je pense que tu peux avoir la même chose, mais en allant directement dans un client final, dans lequel tu vas pouvoir avoir un parcours zigzag, passer d'un projet à un autre et apprendre des choses. Mais après, Cyril, tu dis ta formation n'était pas terminée, mais là aujourd'hui, tu es engineering manager, c'est pas le même métier que ce que tu as fait en sortie d'école. Est-ce que tu penses que ta formation d'engineering manager est terminée ? Dans notre métier, on n'a jamais fini d'apprendre. Bah exactement. En fait, tu es en formation permanente et c'est aussi une des caractéristiques de notre métier, quoi. En plus, en vrai, parce que les gens aujourd'hui se rendent pas forcément compte et ils imaginent toujours que dans la formation d'à côté, les gens ont appris d'autres choses. Ou des choses plus professionnalisantes, mais les formations qu'on a fait d'ingé, elles n'étaient pas particulièrement professionnalisantes. Je me rappelle qu'on est arrivé, moi le truc le plus professionnalisant que j'ai fait en cours, c'était un module sur Android, quoi. Mais sinon, les modules de code que j'avais à côté, c'était Java 1, Java 2, avec un prof qui pensait que MVC c'était un design pattern, tu vois. Donc c'était pas... C'est pas un design pattern ? Non, c'est pas un design pattern. Parlons-en. C'est pas dans le bouquin. J'ai eu 0 à l'examen parce que j'ai écrit que c'était pas un design pattern. Ah, mais donc c'est un design pattern ? Non, mais c'est pas parce que le prof le dit que c'est vrai. Ah non, on m'a appris ça. C'est vrai. Et après, je me suis rendu compte on est en études supérieures, les profs, ils ont tort des fois. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais bon, bref, du coup... J'ai déjà été enseignant vacataire, donc je suis d'accord. C'est vrai, merde, t'as été prof aussi. Mais en vrai, du coup... Je suis un escroc. Ce que je veux dire, c'est que... en fait, au final, les gens, des fois, on va me dire, je vais entendre des jeunes qui me disent, moi, j'ai appris Symfony, mais j'ai pas appris Angular. Je vais en voir des gens en entreprise, des devs en entreprise, qui me disent, je vais passer un entretien avec quelqu'un qui a un bac+3, il sait pas s'il préfère Angular, React, Vue, alors qu'il veut faire du front. Et on n'avait pas appris des choses aussi avancées que ça. On avait appris les listes chaînées, on avait appris la programmation objet. Un bubble sort, un pseudo-langage. Super important. Bubble sort, mais vas-y. On l'utilise tous les jours. Et donc c'est ça, vous partagez ce sentiment-là, on est d'accord aussi. Moi j'ai choisi une formation qui était avec un pied dans l'entreprise chaque année, et malgré ça avec un stage par an pendant 5 ans, dont des stages parfois longs en alternance de 1 an et un autre de 6 mois. Et quand je suis sorti diplômé, je ne savais pas encore faire un projet de A à Z tout seul, j'avais besoin d'avoir un accompagnement et l'ESN m'a bien aidé pour ça. Et ça, quand tu es dans une grosse société de service, tu es sûr que tu vas trouver des experts sur les technos, tu es sûr d'avoir toutes les compétences dont tu as besoin. Alors que si tu es dans un grand compte ou si tu es le seul développeur dans une startup comme Ludo aujourd'hui, non, Ludo il y a quelques années du coup. Ça y est, j'ai des copains, j'ai des copines. Tu as moins accès à ça, et dans un grand groupe, en fait, il n'y a pas forcément les tribus de devs qui sont créées, et tu as moins facilement accès à ces compétences-là. Mais encore une fois, maintenant ça a changé, ça change complètement la donne du coup. Ça change complètement la donne. Ok, c'est cool. Mais en tout cas, structurellement, les sociétés de services, comme elles vont gagner leur croûte avec tes compétences, d'une façon ou d'une autre, il faut qu'elles te fassent progresser, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément un mauvais choix. Après, choisissez les biens, quoi. Les ESN, elles vont pas pouvoir faire de tout le monde des experts. Elles ont aussi besoin de Dev Java Junior à facturer pour en avoir 4 sur un projet au lieu de 2. Dev Java Junior, ça dure quoi ? Ça dure 6 mois aujourd'hui. T'es Dev Java Junior parce que c'est ta première mission, et puis au bout de 6 mois, t'es expert. Une ESN, elle gagne plus d'argent si elle facture 10 juniors au lieu de 2 experts, tu vois. Non. Vas-y, calcule. Non mais t'as raison, mais non mais ce qui est important, évidemment, c'est ta marge. Donc en fait, ça dépend juste de combien tu payes les gens et de ce que tu les factures, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois junior ou pas junior. Ça n'a rien à voir.
C'est la mission que tu trouves et le salaire de la personne. Le sujet, ça reste se former sur son temps libre, en plus de ce que l'entreprise nous forme. C'est quand même ça qui fait la différence entre ceux qui obtiennent la considération, tu vois, tout le monde me dit ouais, moi je voudrais qu'on me fasse confiance dans ma boîte, je voudrais être facturé comme un expert, etc. Mais en vrai, le moment où tu décides de t'auto-former ou d'aller à un Jug ou au GDG, c'est le moment où tu attends pas que ton employeur te donne l'opportunité, tu la prends. Non, mais en fait, moi, dans ma carrière, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. J'ai société de service classique, blabla. Et puis un jour, un collègue te parle d'un Jug et t'y vas. Et ce que je disais à Hubert, ça m'a complètement changé ma carrière. Parce que... C'est beau. Grâce à non mais c'est vrai, Cyril et toute son équipe. Alors, je C'était à remercie Toulouse, en l'occurrence, c'était le Jug de Toulouse, Baptiste tu peux rien, Mathus, Gaël Blondel, ces gens-là qui ont animé une communauté, qui continuent à l'animer, et bravo à eux. J'y suis allé, je sais même plus pourquoi, sûrement un collègue qui m'en a parlé. Et parler de Glassfish. Et en fait, je pense. Par exemple, c'était bizarre. Chose à l'époque. Ah, c'était cool. Non, c'est pas cool. Et en fait, ça a drivé toute la suite parce que. Je pense que quand t'es jeune diplômé, t'es aussi hyper intéressé par la techno pure. La techno pure, c'est quelque chose qui te titille, quoi. Et là, tu vois des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que toi et qui sont passionnés, qui connaissent plein de trucs, et tu dis, il y a un univers des possibles qui est incroyable, t'as envie d'apprendre, et tu reviens au boulot, tu dis, il faut faire ça, quoi. Comme quand tu rentres de conférence et lundi, il faut que tu mettes en place tout ce que t'as vu. Alors que, pas du tout, mais la techno pure t'attire vachement quand t'es junior, je trouve. Et moi, j'ai choisi mes boîtes d'après grâce à ça. Parce que pour trouver un job à Paris, je suis allé sur le site du Paris Jug et j'ai regardé les sponsors du Paris Jug. Et c'est que des sociétés de services, c'est pas grave. Et j'ai candidaté que dans la liste. C'était à l'époque. C'était. Maintenant, les clients finaux, encore une fois, ouais, s'investissent. C'est normal. Et j'ai postulé que chez ces boîtes-là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Sphere. En plus, c'est pas con, parce que s'ils filent 2, 5, 10 000 balles à Jug, c'est parce qu'ils veulent recruter. Hein. Mais bien sûr. Et comme quoi, ils ont raison. Mais comme quoi, il y a aussi une démarche d'un état d'esprit de j'ai envie de trouver des gens qui s'auto-forment. Parce que c'est cool, les gens qui s'auto-forment, tu vois. Ils gardent leur employabilité sans que j'ai rien à faire. Bah ouais. Mais non, mais la démarche est maligne. C'est pas que pour ça. Mais tu vas trouver. Non, d'accord. Non, c'est parce qu'ils mettent en lumière l'entreprise, du coup, en participant dans les événements. C'est ça. Et tu vas te retrouver potentiellement avec des gens qui vont aussi au Jug et qui donc sont assez bons dans leur domaine. Et donc, toi, ça te valorise intérieurement. Tu dis, ils sont forts, tous ces gens-là. Et donc, ça flatte un peu ton ego et tu progresses avec eux. Et voilà, ça drive ta carrière comme ça, quoi. C'est la communauté. Moi, clairement, c'est le Jug qui fait ça. Toi, t'as pris la parole sur des conférences ? Très peu, parce que, je sais pas. Il y a toujours. Alors que t'as plein de choses à dire super intéressantes, Ludo. Ah, c'est gentil. Mais c'est vrai. Dès que c'est pas pote, t'as plein de trucs à dire. Ouais, mais après, moi j'ai aussi switché sur le fait que la technique aujourd'hui m'intéresse moins, quoi. Ouais, mais en vrai, il y a des conférences non-tech. Hein. Tu peux faire une conférence sur je suis CTO. Ouais. Lancez pas de start-up, c'est trop dur. Non, mais même à la Devox, il y a des conférences sur l'organisation aussi. Donc, il n'y a pas de conférence sur Android, mais il y a des conférences sur l'organisation. Non, mais bien sûr. Mais après, moi, j'adore les discussions les discussions de comptoir, mais comme ce qu'on est en train de faire, je trouve ça passionnant. Et typiquement, le genre de conférence que j'aimerais bien, ce qu'on a fait sur Twitch l'autre soir, je trouve ça génial, où tu te retrouves avec d'autres personnes sur Twitch. Hubert Sablonnière, c'est quoi en fait, c'est quoi ton Twitch handle ? C'est parti. Enfin, désolé, c'est une petite parenthèse, mais on anime une émission qui s'appelle Les Briques du Web avec toute une bande. Ouais. Et puis un soir, on s'est chauffé. Tu connais pas tel techno ? Moi, je connais pas tel techno. On a fait un Twitch à 2 jusqu'à 2h du mat. Et la semaine d'après, François, en l'occurrence, il dit on refait ça. Et donc ils ont lancé une discussion à 2, je suis arrivé et en fait on avait 6 spectateurs sur Twitch et à la fin les 6 étaient dans la discussion vidéo et on a fait une espèce d'équivalent de discussion de couloir de conférence mais en ligne. Mais c'est trop bien. C'était super intéressant. Ça peut durer 4 heures sur Twitch parce que Twitch est fait pour ça. Et il y a des gens qui viennent, qui peuvent participer à la discussion. Ouais. Et finalement, ça, moi, c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Mais du coup, vous avez parlé de l'E-Element ou pas ?
Est-ce qu'on peut faire la semaine d'avant, séquence oui. Est-ce qu'on peut faire la séquence c'est quoi Lit Element? Parce que moi je suis décroché, hein. Déjà j'ai jamais fait du web avant, je faisais du mobile. Donc quand on a fait du web, on a fait n'importe quoi après. Et du coup, Lit Element, est-ce que ça a vraiment changé notre vie? Est-ce qu'on va devoir tout jeter notre React et faire du Lit Element ou pas? Non, alors déjà depuis hier, il faut dire Lit. Lit, faut dire Lit. Oui, je l'ai vu partout, je me suis demandé Avec si c'était un la même branding. chose que Lit, super nouveau logo, ils ont fait un rebranding. Mais ça, c'est un vrai sujet. Le branding et la hype et le fait que si tu veux que ton outil soit web ou quelconque soit utilisé, il te faut pas juste que ce soit le meilleur, il te faut des DevRel, il te faut un logo, il te faut un site, Marketing. il te faut des stickers, il te faut des... Lit, c'est quoi? T'as vu, je dis pas Lit Element. C'est un outil pour faire des web components qui soient simples, rapides et tout petits, pour faire hyper simple. Et donc la promesse, c'est que tu puisses coder des composants UI qui vont s'intégrer dans des contextes techniques différents, dans une application Angular, une application React. Et c'est très bas niveau, ça vient pas avec tout ce que va t'amener un écosystème Angular. Donc il y a plein de choses où tu vas potentiellement devoir construire ta stack technique, mais il y a cette promesse de cross-compatibilité et basée sur des standards, donc avec une pérennité Lit, ça facilite l'accès aux web components? Oui, ça t'enlève le fait de devoir écrire beaucoup de boilerplate. Si tu devais l'écrire à la main, ce serait très verbeux et ce serait pas aussi performant. Pour quelqu'un qui sait faire du HTML, CSS, JS, un web component, c'est quoi le taf pour passer de j'ai une div, elle est colorée à j'ai un web component? Tu peux avoir un web component qui est une div colorée. Ouais. Ouais, mais en vrai, je me rends pas compte, tu vois. Après, div coloré, ça s'appelle. c'est. Moi, je faisais du Bluetooth, ok. Répète ta question. Pour un développeur ou une développeuse Pour un développeur qui a appris à faire du HTML, CSS, PHP, JavaScript, voilà, qui sait faire une div colorée, l'animer, la faire bouger, récupérer un touch dessus, tu vois, mais sans avoir besoin de React Angular. C'est quoi? À quel moment ça devient web component? Quel est le travail à faire pour y arriver? Je pense que là, c'est même plus une question de lit ou autre, c'est une question de savoir penser composants. Et ça, c'est pas, on en revient à un truc, c'est pas un truc que j'ai appris à l'école. Et malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un truc que t'apprends via un framework au lieu de prendre du recul et t'apprendre c'est quoi un composant graphique. Il a des entrées, des sorties, il a des règles de gestion, etc. Après que tu l'implémentes avec Lit, React ou autre, c'est un détail d'implémentation. Mais du coup, pour moi, il y a vraiment, faut penser comme ça. Et après, en l'occurrence, sur un web component qui soit fait avec Lit, avec Svelte, avec Fast ou je ne sais quoi, tu vas apprendre la spécificité de comment s'appelle le truc qui fait que ton composant vient d'être ajouté dans une page ou vient d'être enlevé. Les noms sont pas les mêmes, mais les concepts, c'est la même chose. Comment tu définis que un composant qui affiche une liste de factures, comment tu définis comment s'appelle la propriété qui récupère la liste des factures et comment tu définis l'événement ou je ne sais quoi. Comment tu définis l'événement qui va être envoyé par le composant quand on clique sur payer, tu vois. Et en l'occurrence, moi, ce que j'aime beaucoup avec Lit, c'est que c'est très, 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 très proche de ce que tu ferais à la main. Et là, on en vient à toute une discussion sur la pérennité du code, la pérennité de tes compétences. Moi, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment tu fais pour sandboxer correctement un web component. Parce que pour moi, le CSS, quand tu mets une classe, elle est partout sur la page web. Les CSS, ils se clashent tout le temps la tronche. Ça, c'est une des promesses des web components via ce qu'on appelle le Shadow DOM, c'est de pouvoir isoler ton CSS dans les deux sens. C'est-à-dire que ta page ne peut pas mettre un texte en rouge à l'intérieur du web component, et si dans ton web component tu mets body background color black, ne faites pas ça, ça sort pas du composant. Et après tu as des subtilités, tu as des moyens de rentrer pour surcharger des choses, mais il va falloir que tu le penses, etc. C'est une spec qui est très contraignante, peut-être un peu trop, on va voir comment elle évolue, mais elle apporte ça. Est-ce que tu as des conférences qui parlent de boutons rouges sur YouTube? De boutons rouges? Ou de web components? Ouais, t'as des conférences de web components et puis t'as des podcasts ou des newsletters sur l'UX. Moi, je suis pas UX en tant que tel, mais par la force des choses, je le fais un peu chez Clever, et donc je fais plein de veille autour de ça. Et un bouton, c'est pas juste un bouton. Un bouton, il a un effet over, il a un effet active, il a un effet disable, il a un effet... Et comment tu documentes tout ça?
Eh bien, alors ça va dépendre des technos, mais en l'occurrence avec Lit, si tu mets un peu de JSDoc et que tu as un outil qui va scanner ton code et générer ce qu'il faut, tu vas avoir par composant la documentation automatique des IO, donc des inputs, des outputs, et après tu rajoutes un peu de prose sur les exemples. Voici mon composant, voilà, via des outils comme Storybook, tu vas mettre en scène ta liste de factures quand elle est en chargement, quand elle est chargée mais où il n'y a pas de facture, quand elle est chargée où il n'y a que des factures impayées, etc. Donc, encore une fois, c'est pas qu'une question d'outils et de techniques, c'est déjà rien que penser les concepts de je veux documenter mon composant, et donc t'en reviens au métier à il sert à quoi, etc. Ouais, mais je viens de partir dans tous les non, sens. mais est-ce que c'est le concept de il y a quelqu'un qui va utiliser mon composant, en fait, juste. Ouais. Et même si c'est toi-même, Même toi, documenter, dans 6 mois, tu t'en souviens plus. c'est ça. Et moi, le nombre de fois par jour où je réouvre notre Storybook, donc la documentation de nos composants, parce que je sais plus comment tu spécifies tel détail. Le Storybook, c'est le premier outil à prendre en main si on veut adopter la démarche ou la. Pour moi, l'outil, c'est pas qu'il sera remplacé par un autre, mais finalement, on s'en fout. L'idée, c'est que c'est. Non, mais c'est un actionnable à donner aux gens, genre. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, c'est de dire. Avant, tu codais ton composant dans ton application, et quand tu voulais voir à quoi il ressemble quand il l'appelle pour récupérer les données à planter, ou à quoi il ressemble quand il n'y a pas de données, parce que tu testes tout le temps dans une application avec plein de données, ok, ça ressemble à quoi quand l'utilisateur il vient de créer son compte, c'est tout vide, et voir, tu n'as même pas géré le cas. Storybook te pousse à penser tous les cas possibles. Que ce soit celui-là ou demain ce sera Story Foobar, ou enfin on s'en fout, c'est ça que je trouve intéressant, c'est les concepts. Ma question, c'est genre si le même développeur qu'au début de la conversation, s'il veut commencer à aborder le web component, Storybook, c'est un bon point d'entrée. En plus, ils ont une bonne doc et ouais. pour rentrer dedans, c'est pas mal. Mais même pour d'autres technos, je trouve que tu fasses un composant React, Svelte, ce que tu veux, penser ton composant de cette manière-là, c'est vachement bien. Je trouve. Donc Lit, c'est quand tu veux avoir d'interopérabilité entre plusieurs frameworks, et si tu veux un code pérenne dans le temps et standard. Sur la pérennité, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, j'ai encore vu des débats avec les créateurs de vues et autres sur Twitter. Après, des débats sur Twitter, c'est juste la base. Mais moi, je suis persuadé qu'une technologie qui se base sur les standards du web, elle a une pérennité qui n'est pas du tout la même qu'une technologie qui se base sur ce qu'a inventé. Voilà. Et en fait, toute la Lit, si tu veux, c'est un détail d'implémentation. Donc, de l'extérieur, un composant qui est un web component, tu ne sais pas avec quoi il est fait à l'intérieur. Et donc demain, je pourrais remplacer Lit par Fast, le truc de Microsoft. Pour les applications qui utilisent le composant, ça changerait strictement rien. Et ça, je trouve ça génial. Tu bouges, soit tu voulais réagir, soit tu voulais poser une question. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je réfléchis à la notion de pérennité. On a déjà eu des discussions là-dessus. Ouais, c'est hyper particulier. C'est pas un besoin que tout le monde a, et pas de la même manière en fonction des contextes. Et puis c'est quoi pérennité aujourd'hui ? C'est 10 ans, 15 ans ? T'as envie d'utiliser ton application et que ça soit la même dans 15 ans ? Dans 15 ans, Chromium sera plus là, plus rien marche. Non, c'est vrai ça. T'as la pérennité du code et t'as la pérennité du savoir, de la connaissance. C'est deux choses qu'apporte cette manière de faire. Parce que ce qu'on a fait il y a 10 ans, ça marchait dans IO6, tu vois. Ouais, mais en ça fait, marche encore aujourd'hui. Exactement. Si ton appli elle continue de marcher et que tout va bien, et c'est pas très important en vrai. Je vais te donner un exemple. C'est pas bien modifié si ça fonctionne. Tu commences une application Vue 2 il y a 3 ans. Tu as tout un outillage autour de Webpack quand tu dev et quand tu veux mettre en prod, qui est aujourd'hui, et même à l'époque, un peu lent et complexe. Il te cache toute une complexité et te facilite la vie, mais derrière, ça parse ton JS, ça rajoute des types, ça fait des polyfills, de la transpilation, machin truc. Des trucs utiles pour shipper sur IE11 ou je ne sais quoi. Hein. Mais aujourd'hui, tu as des outils comme Vite, comme ESDevServer, Snowpack ou autres, qui font que quand tu fais CTRL-S, tu sauvegardes ton code, c'est rechargé instantanément. Quand tu démarres ton serveur de dev, quand tu démarres ton Webpack en dev sur une grosse app, si ça prend 200 millisecondes, tu me le montres. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Parce que c'est quoi ? C'est chez nous, c'est le file system, je pense, à la place. C'est pas que ça, mais
Ouais, 1 minute 30 chez nous, ouais. Voilà. Et en fait, quand tu as un outil comme Vite et les autres qui arrivent et qui changent complètement la donne, vu qu'avant ton code avait énormément d'adhérence avec ton outillage, tu peux pas facilement profiter de ces C'est choses-là. aussi parce que nos fronts, c'est des monolithes. À chaque fois que tu modifies un fichier, Webpack, il retraite 25 000 lignes Oui, de code, alors, le métier de mais 80 000 le utilisateurs. sujet, tu vois. c'est pas tant de pourquoi Webpack, pourquoi on a pu, pourquoi ça fonctionnait comme ça et pourquoi maintenant on a un truc beaucoup mieux. C'est plus, tu as une adhérence avec quelque chose, là, en l'occurrence l'outil de build, et donc on parle de pérennité. C'est pas qu'une pérennité de est-ce que je vais devoir passer d'Angular à React, est-ce que je vais garder mon application pendant 10 ans. C'est attends, là il y a un truc qui peut te faciliter la vie. À quel point tu as une adhérence avec ton outil et à quel point c'est compliqué de passer un outil qui te changerait la vie. Et en isolant les couches comme ça, pour moi, tu viens gagner énormément en pérennité de manière globale. Reviens en arrière sur, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans. Tu démarrais une application, c'était quasiment Webpack React. Voilà. Et, c'est mine de rien encore beaucoup le cas sur une application de gestion. Et donc tu dans t'es le monde. créé ton adhérence, tu vois, avec Ouais. un écosystème qui existait à l'époque et où il n'y avait pas d'alternative. Là, ou peu. Ouais, l'alternative, c'était Angular, quoi. Ouais, quasiment. Et puis Vue est apparu, et puis voilà. Et là aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus légères et qui sont, de ce que je comprends de ce que tu dis, sont découpées les unes des autres, où on dit bah c'est plus facile pour la peine de changer qu'une seule petite brique. Mais donc tu pars du principe que de toute façon, on est condamné à passer notre temps à faire évoluer nos petites briques et à changer nos petites briques, quoi. Condamné, non, Ouais. tu peux laisser ta stack telle qu'elle est, mais si demain je te dis, tu as un outil qui va faciliter la vie de ton équipe, moi je trouve ça cool de pouvoir facilement l'adopter que de devoir dire bon bah on va créer une issue parce que ça va être un chantier qui va durer 1 semaine ou un truc dans le genre. Un mois. Ouais, Mais ça c'est que la partie tout à technique, l'heure, t'as aussi c'est- une question d'adhérence sur la partie UI. Si t'as Et- plus tout ce build system, tu peux encore mettre des typedef et du TypeScript pour expliquer c'est quoi les schémas en entrée-sortie de données, par exemple. Alors attends, ça dépend. T'es en Parce train de que quand on demander est sur si du- tu quand on est n'utilises sur pas Webpack- TypeScript, est-ce que tu peux te définir. Non, quand on est sur Webpack, on peut facilement rajouter TypeScript et commencer à typer, et ça nous permet d'expliquer c'est quoi cet objet data qui est en Oui, paramètre de avec la fonction, tu nouvelle vois. génération de serveurs de dev, live reload, machin truc, oui, tu peux continuer à faire du TypeScript, etc. Et TypeScript pour toi aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, ou c'est Ça- une mode, ça va passer. Moi, je l'utilise presque pas, mais c'est forcé de constater que quand tu regardes les stats, ça s'imprègne partout. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, la seule fois où j'ai vraiment fait un projet avec, c'était en 2014. Mhm. C'était 8 parfait version Ouais. 2014, où il y avait du Angular 1 en TypeScript, parce que ça m'amusait d'essayer ça. C'était avant qu'Angular adopte TypeScript. Et non, c'est un super outil, particulièrement dans des équipes, des gros projets, des grosses équipes, C'est des ça. gens qui ont un background Java, c'est hyper adapté. Et tu veux faire du refactoring, tu veux documenter, c'est génial. C'est là parce que moi j'ai pas particulièrement envie d'en faire. Par contre, quand j'en trouve un sur un code que j'ai pas écrit ou que je connais pas ou que j'ai pas vu depuis longtemps, je suis quand même content, quoi. Carrément. Genre j'arrive, je fais ah ok, bah, j'ai compris rapidement ce qui rentre dans cette fonction, quoi. Dès que ton code va être utilisé par quelqu'un d'autre ou par toi-même dans longtemps, je trouve que c'est bien d'avoir les types. Ça aide beaucoup à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Plutôt que de deviner le contenu de l'input. Ludovic, tu es en train de charbonner encore. Non, du tout. Non, non. Non, j'écoute, c'est pas mon Qu'est-ce domaine que t'en de penses compétence. Non. Est-ce que vous avez du TypeScript ou pas? Non, Non. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait du TypeScript? je n'ai pas d'avis. D'accord. Non, c'est vrai. Pour le coup, je pense qu'il faut laisser libre cours à l'équipe de Ouais. faire ses choix. Ouais. Et c'est ça le plus important au Oui, final. carrément. Donc, CTO, c'est pas forcément décider de tout ah pour ouais, tout le monde, non, au contraire. au Hein. C'est contraire, plutôt quoi. faire confiance aux gens par Ouais. défaut. C'est la C'est la séquence. bonne posture. C'est la séquence CTO. Ludovic, c'est quoi un CTO En Transition. plus, Cyril. En tout cas, attends, juste merci pour Ouais. l'intro à Lit. Je trouve que ça m'intéresse beaucoup pour la suite. Je suis content d'avoir Et Est-ce que c'est- tu c'est fais super du clair, BBL encore. sur le sujet? Alors sur YouTube, il y a une super vidéo de Ah ouais, c'est Frédéric vrai. Camblor On qui fait pas en l'a présentiel. fait et qui participe actuellement avec Lit au développement de Vitmados. Ouais. Et du coup, il a fait un talk en interne qu'il a partagé de 1h30 et quelques où il fait plein de trucs avec Lit. En plus, il les fait en TypeScript. je Et ta crois. chaîne Twitch, c'est quoi le handle?
pour qu'on voit des gens qui C'est discutent. H Sablonnière. H Sablonnière, Ouais, avec 2 N à Sablonnière. avec 2 N, comme dans le dictionnaire. Ouais. Ah, c'est vraiment. Le mec, il est dans le dictionnaire. C'est vrai, tu es dans le Tu peux le dictionnaire. jouer au Scrabble, mais il faut le faire en 2 fois parce qu'il y a trop de lettres. Quoi. C'est vrai, J'ai jamais réussi. Je suis deg. Faut poser Sablon d'abord, c'est compliqué. Un Scrabble après. Je suis très mauvais au Scrabble, faut pas me poser la question. Mais du coup, Cyril, le sujet des CTO, toi, tu avais cherché des postes aussi. Quand il y avait un changement entre 2 postes où tu avais envisagé de devenir CTO en startup. Pourquoi quel était ton ressenti, ton expérience à ce moment-là? Moi, j'ai jamais envisagé de changer de poste. Non, mais avant. Mais non, mais pas maintenant. Je parle même avant. À chaque fois, c'est l'opportunité improbable Ouais. qui fait que par bouche à oreille, je trouve le poste. Donc, j'ai jamais eu cette démarche, tu vois, de chercher un job de CTO. Non, mais alors, je te crois pas. Je suis pas d'accord. Je veux dire, non, mais Cyril, t'es le dev de la région qui prend le plus soin de son réseau pro. Il faut pas arrêter de c'était nous il y a faire longtemps, croire que c'est des opportunités qui tombent du ciel. Alors, c'est clairement beaucoup de travail en amont, Oui. pendant longtemps, sans C'est- forcément avoir de retour. Et puis, Combien de bières tu as pris avec des inconnus? trop pour les compter. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est pas que ça tombe du ciel. c'est que tu Mais travailles c'était pas forcément avec le but de se dire plus tard il y aura quelque chose en retour, etc. C'était plus parce que t'as tellement de retours immédiats, de voir que quand tu crées une association, une communauté, et de voir qu'il y a des gens qui prennent du plaisir, qui apprennent des choses, et toi-même tu apprends que juste ça suffit à entretenir l'envie de passer du temps au boulot et après le boulot à entretenir cette communauté. Et par chance, parfois, après quelques années, et ben ça fait que des personnes vont penser à toi pour certains postes. Et clairement, si j'avais pas eu dans cette première ESN un mentor qui m'a poussé aux fesses pour que je me lance dans le fait de prendre la parole en interne d'abord et plus, je serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui, parce que c'est au fil du temps, c'est ce qui a permis que je rentre chez ADO, ce qui a permis que je rentre chez AXA, et ce qui fait que je suis chez Kima aujourd'hui. Ça, pour le coup, moi quand j'étais développeur indépendant, le fait d'aller à des meet-up Ruby et d'être le seul dev mobile dans un groupe de 50 personnes, ça fait que ces 50 personnes-là, quand on va leur demander tu connais un dev mobile, ils vont me recommander. Donc j'allais manger vraiment à tous les râteliers à l'époque. En plus, j'étais tout seul chez moi toute la journée à faire des applis mobiles. J'étais trop content le soir de voir des humains et de boire des bières. Donc c'était vraiment chouette. Merci pour le meet-up. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Bah, du coup, on avait prévu un peu de discuter tous ensemble, et pas que Ludo. Je t'en tourne vers toi parce que c'est ton rôle, mais de parler un peu de ce rôle de CTO et de cette transition développeur CTO, les impacts que ça peut avoir. Quelqu'un qui écoute ce podcast qui ne sait pas ce que c'est un CTO, à quoi il peut s'attendre? Alors, un CTO sur le papier, c'est donc un C-level, un chief. C'est quelqu'un qui est responsable de la partie technique dans une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Il peut y avoir des CTO dans toutes les tailles d'entreprise. Un CTO en startup, c'est quelqu'un. On te donne le rôle de CTO en startup pour te dire viens, tu vas être CTO. Mais en fait, j'ai besoin d'un dev parce que je sais pas du tout ce que c'est un CTO. Tu sais que dans la littérature startup, il y a genre plusieurs personnes qui l'ont écrit. Les titres, c'est gratuit. Ouais. REM, ça coûte des sous. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai. Pour anecdote, moi, quand j'ai rencontré donc Antoine Dequitte et Alexandre Cuvelier qui fondaient Carnot, ils m'ont dit on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur la partie technique. On est un peu embêté, on t'embauche et tout, mais franchement, je pense que dans 6 mois, on n'aura plus rien à te faire quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Et ils m'ont dit, ok, allez, tu viens et puis on finit Carnot. Et nous, c'est pour la peine, c'est running gag. À chaque fois qu'on finit une story ou un truc comme ça, on dit aujourd'hui j'ai fini Carnot. Tu vois. Et Ils avaient une roadmap sur 6 mois pour toi, puis après c'était fini quoi. C'était là tu fais que ça marche et puis Et quand ça marche, c'est fini. et puis c'est fini. Et Ouais. puis sont mignons. j'avais envie de mettre la phrase et puis on est riche et tu vois, c'est cool. Profite. Et je leur ai dit, vous savez, ça marche pas comme ça. Un produit, d'une, c'est jamais fini. De deux, je n'ai pas toutes les compétences que vous attendez pour faire le truc. Donc, exactement. Donc il va falloir constituer une équipe. Et là, ils ont commencé à mettre le doigt en disant, on te fait confiance. Bon, ok, t'as pas toutes les compétences. Et puis, mais c'est pas grave. Dans 6 mois, vous êtes 3, mais vous aurez quand même fini. Et non, mais c'est génial avec le recul. Et ils le savent. Et aujourd'hui, ils en rigolent. Ils en rigolent parce que on avait fait, je sais pas, un resto, un midi, comme ça. Et je leur expliquais tout ça. Un reste quoi? Ouais, j'ai fait la blague. C'était chouette.
C'était bien. Je me souviens encore de ce que j'ai mangé ce jour-là. Il y a une époque, quand on faisait un enregistrement comme ça, après on allait manger sur la péniche, tu sais. Bah ouais. Elle est fermée. Et, Mais elle flotte encore. et voilà, donc un CTO en startup, retourner c'est bientôt. surtout accompagner les fondateurs qui ont une idée et leur dire, bah voilà, moi j'ai accumulé 10 ans d'expérience et j'ai vu plusieurs types d'entreprises. Je sais à peu près avec qui j'ai envie de bosser d'un point de vue technique parce que j'ai fait ça en société de service et je sais que j'ai envie de rendre service à d'autres personnes, donc j'ai envie de bosser avec vous et il faut, si je peux donner un conseil, ne rejoignez aucun fondateur avec qui ça matche pas, et de toute façon tous les fondateurs de start-up vous diront il faut que ça matche d'un point de vue humain, sinon ça ne marchera jamais. Tu peux appliquer ce conseil à toute boîte si tu Ouais. n'as pas le fini avec le manager. C'est pas la peine. Demi-tour, quoi. Et particulièrement, tu as rejoint une startup en tant que CTO alors qu'il y avait tout à faire. Parce que tu aurais pu rejoindre une startup Alors, c'est- qui a son CTO qui s'en va, Ouais. où il y a déjà un produit qui tourne, qui a un challenge qui est peut-être C'est encore pas plus... entièrement C'est toi qui as vrai. configuré tout le projet Java, le bon gros Spring pendant 2 semaines. Parce que C'est Alexandre pas et entièrement Antoine, vrai. non, D'accord. c'est pas entièrement vrai. Parce que Alexandre et Antoine ont passé 1 an d'incubation à Aura Technologies. D'accord. Et en fait, pendant cette année-là, ils ont fait appel à l'écosystème qu'ils connaissaient, Lillois, pour valider leur idée. Et ça veut dire travailler avec plein de bureaux d'études. Nous, on fait de l'IoT, donc l'IoT, il y a du système embarqué, il y a du soft, il y a tout ça. Et ils ont fait appel à... Ils ont fait à plein de gens différents pour constituer ces briques, mais ces gens-là ils se parlaient pas trop, alors il y avait des espèces de bouts de scotch qui faisaient communiquer tout, et puis un front un peu moche qui avait été développé, et à la fin il fallait que ça soit le produit final et que ça marche quoi. Et donc moi je suis arrivé, j'avais toutes ces briques, on m'a dit tiens ça c'est le produit, et je me suis dit génial. Super. Bah, au final, je pense qu'il y a 0 ligne de code de cette époque qui existe encore. Donc, C'est pour ça que tu crois pas à la pérennité du code. mais bien sûr, et tant mieux en vrai. Tant mieux. Attends qu'on sait qu'une startup qui se crée, oui, ça a moins d'intérêt. Mais, mais- par contre, moi où j'ai eu de la chance, c'est que dès le premier jour, Alexandre et Antoine ont été capables de convaincre de l'utilité du produit. Et c'était Ouais. cool. Et donc, à J0, on a eu des clients, ce qui n'est pas le cas de plein de startups. Il y a plein de startups qui vivent pendant des mois et des mois, qui ont 0 client et qui essayent de construire un produit. Tu parles bien de clients, tu parles pas d'utilisateurs, donc des gens qui payent les factures. Des gens qui payent des factures. Parce que C'est non, mais vachement vrai, différent. Ouais, nous, c'est la même chose pour le coup. Il y a plein de startups où le dev, on attend qu'il ait fini de coder pour aller voir des clients. Et ça, c'est une angoisse de fou. Hein. Bah ouais, Ah bon mais Ah ouais. Ça existe vraiment même moi, je l'ai fait. Make It, on l'entend Ouais, depuis c'est 10 ans. clair. Non, mais même moi, je l'ai fait. Sur mes premières boîtes, j'ai attendu d'avoir codé et j'ai codé 40 heures. Enfin, alors qu'en vrai. Ou n'importe quoi. Mais on se foutait la concurrence parce que nous, on avait des applis natives avec un serveur REST, alors que la concurrence, il y avait une vieille PWA claquée. Ouais, mais la concurrence, ils avaient des utilisateurs, il y avait des gens qui faisaient le raquaient. truc, tu vois. Ouais, ils raquaient pas, mais au moins, ils Engagés, avaient quoi. Alors que nous, des fois, je faisais tourner l'équivalent de Gatling, je faisais Apache Benchmark, AB, tu vois, et j'envoyais des requêtes sur mes serveurs pour voir ce que ça tenait, mais c'était pas des vrais gens, quoi. Mais t'as jamais fait une landing page pour mettre en avant un produit que t'avais pas encore? Ça, je l'ai fait sur Je cherche un dev, mais c'est la première fois que je le faisais. Je cherche un dev, c'est la première fois où on faisait un truc qu'on n'avait pas codé. C'est-à-dire que Je cherche un dev, quand je l'ai mis en ligne, tu laissais ton email, il se passait rien en fait. Hein. C'est après Tu que le je l'ai codé. stockais quelque part quand même. Non, même pas. Non. Ah. Non, juste, il y avait le formulaire action et le post, il se passait rien. Tu Et vois. du coup, t'es même pas obligé d'avoir un warning GDPR. Bah non. Un y a GPD. Et après, on a mis. Et après, du coup, j'étais en galère parce qu'il y avait des gens qui étaient sur le truc. Donc, j'ai mis un form spray. Pas mal. C'est vraiment genre un SaaS où tu mets ton form qui poste dessus et il s'occupe d'envoyer un mail en disant bonjour. Et il se passe rien, garde rien. Faut que je me décale. Mais on en était où avant cette digression fantastique? ouais, on en Comme était d'hab. au fait qu'à J0, j'ai eu des clients. Moi. Et c'est cool parce que ça a drivé tout mon dev en fait. Le fait de prendre soin de mes clients et de dire bah, le produit, ok, il est tout jeune et il n'est pas idéal, mais on va prendre soin de vous, on va essayer de faire en sorte que ça matche quand même. Et tu peux pas juste te dire bon allez pendant une semaine on arrête tout et on refait un truc. Ben non, il fallait faire une politique d'accompagnement du changement et tout. C'était Parce que t'avais déjà une prod en fait. Quoi. J'avais une prod qui était ce qu'elle était avec des Tomcat installés à la main sur des machines et des wars qui se déployaient. C'était trop bizarre. Alors, mais c'est pas grave. les Tomcats, c'était déjà là quand t'es arrivé ou c'était avec les amis? Ouais, c'était déjà là. Ok. C'était déjà là.
Mais c'était pas grave en fait. Et moi, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment de me dire, attends, mais je voyais mes petits tracteurs qui tournaient, quoi. Et ça, c'était génial. Et du coup, comment ça se concrétise? Genre, il y a un support par email. Comment ils sont où il faut qu'ils parlent à un commercial? Ils sont les feedbacks clients pour toi? Alors nous, on a la chance d'avoir chez Carnot, très vite, on a constitué une équipe de Customer Success Manager. Et une personne dédiée au support brut, et puis une équipe de CSM qui s'occupe de l'onboarding et de l'accompagnement client. C'est ce qu'on appelle les chouchouteurs chez nous, c'est une équipe de 7 personnes. Ouais. Et qui porte une grosse part du succès qu'on a aujourd'hui, enfin du succès tout relatif qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à cette équipe, quoi. On a un accompagnement incroyable et elles sont en frontal et je dis elles parce que c'est une équipe 100% féminine. Ouais. Et elle travaille, c'est génial de bosser avec elle et elles nous transmettent beaucoup de feedback qu'il faut adapter, voilà. Mais après, tu as tout le travail de la première année de CTO et les 2 premières années. D'ailleurs, t'es CTO, mais t'es aussi product owner, product manager. Tu essayes de faire de l'agilité, développeur. T'es recruteur, tu es. En fait, ça, c'est la description du métier de développeur pour moi. Parce que tu es un développeur en 2021, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour réussir à transformer, à développer une idée en quelque chose de concret. Et j'ai une question aussi, parce que on a mentionné dans le podcast avec François Guillaume Ribot, qui disait qu'une fois que tu as géré de la prod, tu veux une CI/CD tout le temps. Est-ce que tu as mis en place la CI/CD très vite? C'est le premier truc que j'ai fait, ouais. Parce que t'as pas envie de passer 4 heures à chaque fois que tu mets en prod. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça, c'est le premier truc que j'ai. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, mais il y en a pas. Et puis la personne qui avait fait ça a dit non parce que on m'a pas donné le budget pour faire ça. Je dis mais ok, bon. Puis si c'est un prestat, des fois il a pas accès aux environnements de prod en fait. Sur ce genre de sujet. Et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le poste de CTO, il y a un truc hyper important, c'est la notion de confiance. Quand je dis qu'il faut que ça matche, c'est il faut que tu aies la confiance totale des gens avec qui tu bosses. Et c'est hyper important. Moi, Alexandre, Antoine m'ont toujours dit vos métiers, on n'y connaît rien et faites au mieux et faites votre job. Et donc quand j'ai passé quelques jours à faire je sais pas, de la CI/CD ou de l'infra ou quoi, c'était juste pas un sujet parce que j'ai dit que c'était important, quoi. Et puis voilà, et puis tu recrutes des compétences que t'as pas, parce que quand t'es CTO, ça c'est aussi un truc que je savais déjà avant, mais il y a plein de trucs que je sais pas faire. T'avais déjà recruté chez Sphere? Ouais, carrément. Et c'était une partie que j'aime bien en plus, parce que tu choisis des gens que... mais c'était pas les mêmes personnes là pour le coup. Tu recrutes plus... J'ai découvert aussi le recrutement pour client final que je savais pas faire, tu vois. T'as pas les mêmes arguments quand tu recrutes en société de service que quand tu recrutes... en start-up, quoi. C'est comme un discours commercial, hein, ton discours de recrutement. Mais bien sûr, tu te dragues. Hein. T'as appris à pitcher, du coup, pitcher à Carnot pour les futurs salariés? Mais c'est hyper facile, en fait. C'est hyper facile. Parce que tu recrutes des gens qui sont comme toi et tu dis salut, tu vas aider des agriculteurs, l'agriculture c'est cool, et puis le job est fait. Et si ça match, le job est fait. Si ça match pas, c'est fini. Et donc déjà, tes choix produits, c'est l'empathie client qui drive tes choix produits. Et l'empathie client, c'est ce qui drive tes recrutements et qui te permet de créer de l'adhérence avec les futurs salariés. Et rencontrer Alexandre, Antoine, rencontrer les CSM justement qui disent salut, moi je suis au téléphone toute la journée avec les agriculteurs et puis ils tournent et tout ça. Je pense que le côté start-up et IoT est aussi une force pour attirer des candidats. Ouais, la techno est cool, le domaine est cool. Enfin, en tout cas, Ludo est cool. C'est gentil. Tout est cool. Non, mais en vrai, la partie IoT, c'est pas non plus rocket science. Les boîtiers, vous les achetez en série, non? Je te pose la question très honnêtement, parce que je me rends pas compte. J'ai juste l'impression qu'il y a un gros boîtier avec un GPS et une batterie dedans, quoi. Ne faites pas de l'IoT. Est-ce qu'il y a une puce 3G au moins? En tant que... Je ne dirais pas. Mais pas le dire. En tant que CTO, et si vous lancez dans une startup, autant le domaine est cool, autant l'IoT c'est hyper dur. Mais c'est parce que c'est le métier d'un électronicien. T'as pas appris l'électronique à l'école? Non, mais j'ai embauché des gens qui connaissent l'électronique. Si je peux te couper, Damien et moi on a appris l'électronique à l'école. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup de reste. On fera pas du routage de composants. Ouais, voilà. Faut pas nous demander ça. Par contre, programmer un FPGA en VHDL, on peut. Si. Moi, c'est fini. J'avais envie ce matin de reprogrammer la mini ATEM avec. Il doit y avoir un FPGA et du VHDL dedans, j'avais envie. En fait, tu sais, dans ta culture tech, nous on a une facilité incroyable qui est que ton produit il marche pas, t'itères et tu
tu pousses une nouvelle version et tu corriges des bugs, quoi. L'IoT, tu peux pas faire ça en fait. Si demain ton boîtier il arrête de te parler, eh ben, t'appelles le client, tu dis salut, on va faire passer quelqu'un du PS chez toi, quoi. C'est une logistique C'est trop bien. 2 fois en plus. Mais moi, quand j'étais dev mobile, je l'ai eu aussi parce qu'on avait une flotte de devices dont on était propriétaire. Et Damien, ça fait 15 jours les états des lieux à Roissy, ils remontent pas. Donc les états des lieux des voitures, ça fait 15 jours qu'ils remontent pas à Roissy. Bah, je prends le RER, je vais voir. Ouais, mais ça te fait marrer parce que t'as un client à Roissy. Bon, bah très bien. Non, mais attends, ça veut dire quand même, genre, il y a des gens, ils ont pris l'avion et ils ont pas les photos de leur voiture, tu vois, depuis 15 jours. Donc c'est vraiment stressant pour les gens qui ont laissé leur voiture, tu vois. C'est complètement stressant. Et donc faut aller voir, et puis en fait tu arrives sur place et tu fais oui, mais en fait l'appareil il est chez SFR et puis il n'y a pas de réseau SFR dans ce parking, donc en fait je le sors, mais si vous voulez je vais le promener, l'appareil boîtier, le truc va remonter, mais faut le changer. Ça sera pas la bonne photo. C'est tout. Tu vois, C'est les photos, mais en fait genre juste tu le changes, tu le déplaces de 500 mètres et d'un coup toutes les photos elles remontent, tu vois. Nous on a un métier où c'est évident ce que je vais dire, mais qui est hyper lié à la saisonnalité. Ouais. Et il y a des entreprises dans l'agriculture qui sont spécialisées dans un domaine de la saisonnalité. Par exemple, des gens ils font que de la moisson toute l'année. Et justement pas toute l'année. Oui. Et donc en fait ils ont un cœur d'activité qui est centré sur un mois dans l'année, quoi. Ouais, je vois. Et si ils s'équipent, et si leur flotte de boîtiers marche pas au démarrage de la saison, c'est la fin du monde, quoi. Pour ouais, je vois. et C'est la fin de l'année. c'est la fin de l'année. Bon, en tout T'attends cas, l'année prochaine pour débug. c'est ça, et on peut pas faire ça. Et donc l'IoT, c'est vraiment un domaine très très difficile et très Ouais, je suis particulier aussi que d'accord. j'ai découvert, quoi. Ok. Je connaissais un petit peu à travers un ancien client que j'avais eu, Xi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé chez Carnot, parce que j'avais cette expérience Xi. Et c'est pour ça du coup que Ah, Cyril toi, est arrivé t'aimes bien. récemment aussi. Pardon ? C'est pour ça que Cyril est arrivé récemment aussi. Et c'est pour ça que Cyril est arrivé, À justement. quoi elle pour- ressemble l'équipe tech aujourd'hui chez Carnot? Vous êtes combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'IoT full time? Ouais, il y en a plusieurs. J'ai dit que l'anglais là, c'est affreux. On a une Est-ce que équipe. quelqu'un fait de l'internet des objets à temps plein? Est-ce que Oui. tu es un électronicien? On a un développeur plus firmware que hardware. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de l'OS-less? Non. Non. Est-ce que tu relis ces pull requests? Oui. Oui. Tu le relis des Est-ce que pull- ça pique? Mais alors, Est-ce c'est que- une culture, tu vois, l'IoT. Les gens qui font du firmware, pardon. Quand je l'ai embauché, il m'a dit moi je fais des cartes électroniques pour l'industrie. Et ma carte électronique, on a un cycle de développement, cycle en V, 6 mois, machin, et puis tu releases ta carte électronique, elle part, c'est terminé, projet d'après, quoi. Et ta carte électronique, elle marche juste le reste de sa vie, et c'est tout. Et là, donc, je lui ai appris à commiter sur Git, et à faire des pull requests, et à faire de la CI, et versionner son firmware, et à faire des OTA. On met à jour nos boîtiers en permanence avec la nouvelle version du firmware, et tout ça, quoi. Mais tu sais Over que the year. il y a une boîte Pardon. il y a une boîte sur le bâtiment où ils ont imprimé les cartes, etc. Puis en fait les clients ils sont pas contents du produit et ils leur disent ouais mais en fait on va pas relancer une prod, hein. On peut pas corriger, c'est un problème hardware donc Et ça, c'est très difficile. ouais. Et du coup surtout ils ont plus de cash. Oui, faites pas d'IoT. Je répète, ne faites pas d'IoT. Si vous pouvez vous relancer, c'est ne faites compliqué, pas ça. d'IoT. C'est Ouais. vraiment compliqué. Et sans IoT comment on fait C'est Carnot? compliqué, mais c'est intéressant du coup. Ouais. Et sans IoT, Challenge. il y aurait d'autres solutions pour faire Carnot potentiellement, mais qui ne correspondaient pas à la promesse de valeur qu'on avait. Bah ouais. Donc on n'aurait pas pu. Est-ce que on tous aurait les pas pu. trucs qu'on pouvait faire facilement ils ont pas déjà été faits et du coup Mhm. il faut faire l'IoT? C'est parce que c'est dur en fait que c'est intéressant Bah ouais. d'y aller quoi. Sinon il y aurait pas besoin de vous en fait, hein. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, Hubert disait que la technologie évolue pour vraiment simplifier les composants et que tu aies le moins possible d'adhérence à la technologie au fur et à mesure du temps et tout ça. Mais je pense que l'IoT va aussi aller vers ça et que les gens ne vont plus développer leur carte électronique custom avec leurs composants custom et leur firmware custom et qu'au fur et à mesure du temps, il va y avoir quand même une simplification de cet univers-là. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Android Things, Les ça web existe components depuis de 5 ans l'IoT. et personne n'utilise. Bien sûr, parce que ça répond pas aux défis d'aujourd'hui. Il était trop chaud. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Tu veux Moi, je pense que l'IoT, le cœur de métier, c'est que tu as un objet que tu poses dans un coin et que tu l'oublies. Parce que Java, ça a été créé pour l'IoT à la base, hein. Parce que Java, ça a été créé pour parce voilà. qu'on avait marre de recompiler à chaque fois qu'on Code déployait sur Once, un nouveau Run Everywhere. microcontrôleur. Ouais, mais typiquement, tu n'as pas cet objet que tu poses dans un coin et que tu oublies. Parce que si tu as Java, tu as une grosse prise électrique à côté avec du 220 volts, quoi.
obligatoirement. Et donc c'est pas. En vrai, c'est pas vrai. Il y a du Java qui tourne sur du 8 bits aussi. Donc, Et ben c'était pas le cas. Mais c'est pas les JVM du coup. Ouais. Mais c'était les JVM de mais Java. Tu peux faire plein de 1, trucs cool en IoT. chose, hein. Tu peux faire plein de trucs cool. Aujourd'hui, tu fais tourner n'importe qui peut bricoler avec $5 des trucs chez lui et c'est cool. Mais après, de là à le proder, à faire des boîtiers, à avoir ton moule pour ton boîtier parce que il faut acheter un moule, l'industrialiser. On pourra visiter les bureaux, voir une chaîne logistique, à quoi ça ressemble et tout. C'est dur quoi. Le prototype, le client il m'achète un prototype, il marche sur ma voiture, il marche sur sa voiture, il me dit maintenant on va commencer à le distribuer. Je fais non, faut tester. Tu te rends pas compte là, faut tester toutes les voitures et tous les téléphones Android. Hein. Tant qu'on n'a pas validé je m'occupe pas du support. Il marche avec telle voiture. Mais tu vois, c'est surtout que je suis pas payé assez cher. On parlait de Web Component et de limiter les adhérences. Je vais faire un peu de pub, mais dans la main j'ai un Fairphone. La promesse c'est aussi de dire je vais avoir des composants que je peux upgrader sans changer tout le téléphone. Bah t'as un Fairphone pour le coup. Ouais, j'ai un Fairphone, ouais. Il y a le i qui est déjà parti. J'ai une amie qui a toutes les lettres qui sont parties sauf le i et le phone, donc elle a un iPhone et c'est par hasard quoi. Mais c'est marrant parce que on sent qu'il y a une envie qu'on aille vers ça et j'ai l'impression que ça n'y va pas. On a eu des projets genre PhoneBlocks ou je sais plus quoi il y a quelques années et ça décolle pas ces trucs-là, j'ai l'impression. Mais non, ça décolle pas parce que ton expérience iPhone, pourquoi elle est cool ? Parce que ton device a été pensé comme une unité unique, étanche, tout ce que tu veux, parce que c'est cool que tu puisses aller à la piscine et faire des selfies pour Instagram. Et ton objet iPhone ne sera jamais modulable. C'est pas possible en fait. Par conception, parce qu'il est tellement optimisé que ça doit être une entité optimisée qui vit par elle-même, quoi. Tu vois ? C'est pas des petits modules que tu peux aller upgrader, parce que ton petit module, si tu dois le débrancher, bah t'auras le truc pas joli, quoi. Sur le côté. Ouais, après là c'est sur un consumer product. Sur l'IoT embarqué sur ce que tu fais, c'est moins vrai. Et en plus, me lance pas sur le débat sur le fait qu'Apple crée, et comme n'importe quelle autre marque, crée l'envie et tout le temps d'avoir le nouveau modèle. C'est quoi mauve maintenant depuis cette semaine c'est les iMac là cette semaine. C'est les iMac, il y en a un de chaque couleur. Ouais, mais avant tu pas iMac, mais maintenant tu voudras un Tu vas pas me dire qu'on peut pas créer un truc qui se démonte et qui se met à jour progressivement en étant étanche, c'est faisable. Ça va potentiellement être plus moche et un peu plus épais, mais on va tomber dans un débat sur sauver le climat, j'en sais rien, mais il y a un moment, c'est aussi quelque chose dont on pourrait dire en tant que société, on veut plus de ça, mais j'ai l'impression que ça prend pas. Mais en fait... Quand tu as des contraintes, moi tout ça, tiens, on a passé, nous, moi chez ADO ou avec Cyril, avec qui on a travaillé sur des projets de retail, standard, industrie, logiciel, site internet. Ouais. T'es dans une logique en fait de développement courant. Et puis t'arrives en start-up, on te dit t'es CTO, et puis moi je me voyais coder des algos autour de l'agriculture et me dire c'est cool. Et en fait tu dois apprendre tout ça, tout ce cycle qualité qui commence de l'expérience client de je déballe mon carton que je reçois chez moi, et mon expérience client commence vraiment là et doit être en adéquation avec le logiciel que je suis en train de développer. Et donc tu dois créer une cohérence produit qui va vraiment du hard jusqu'au site internet et à l'application. Et en fait, t'es drivé par la contrainte, évidemment, tout le long. Et les gens, ils font pas des trucs pas modulables parce que ça leur casserait leur business. Ils font juste ça parce que c'est moins cher et que c'est plus facile, quoi. Ouais. Et que plutôt que d'avoir une pièce qui tombe en panne, tu pourrais en avoir là, potentiellement, tu peux avoir plein de pièces différentes. À chaque fois que tu as une connexion entre deux pièces, ça veut dire que ta connexion, elle peut casser, tu vois. Elle peut s'oxyder. Et tu te rajoutes des pannes et c'est comme de la complexité logicielle. Avoir un monolithe, c'est plus facile à entretenir et c'est plus fiable globalement que d'avoir X services qui doivent communiquer les uns avec les autres. Mais du coup, c'est toujours des compromis. Il y a un moment, ça t'apporte quelque chose que t'as pas. Je vais te donner un exemple débile, mais c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Quand t'as un Joy-Con Drift sur une Switch mini, là, bah tu dois changer toute la console. Ah non, c'est faux.
Ah non, Comment non. ça? Bah moi j'achète mes joysticks sur AliExpress. Hein. J'ai acheté des lots de 10 parce que mon chien les mange de toute façon. Et tu peux changer le joystick. Ah, tu peux changer le joystick. Un joystick ça coûte 3 euros. Pardon, ton chien va bien? Excusez-moi, Désolé. et en plus quand t'achètes Mais le j'ai pas joystick, une les minute de toute outils façon, arrivent donc avec. je peux changer juste le Joy-Con. Et mais- quand t'achètes les joysticks, les outils ils arrivent avec et tout, ça prend 10 minutes et sur iFixit il y a tout. Rendez-vous dans les bonus du podcast après le générique où on Clairement, discutera de ça. Clairement, si tu veux, tu reviens au bureau, on met une caméra, on filme, on fait un tuto. Mais pour reboucler sur ce que tu disais, Ludo, je pense que de toute façon, de la même manière que je l'ai évoqué sur des projets web très software, le besoin d'une isolation des couches pour une pérennité ou une réutilisabilité est pas le même suivant tes contextes. Si demain vous êtes 200 et que vous avez 3 catégories de devices, d'appareils pour des besoins différents, mais qu'ils ont tous besoin du GPS ou de je sais pas quoi, vous allez potentiellement rentrer dans cette démarche-là. Et par contre, c'est probablement beaucoup plus compliqué sur du hardware. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment une question d'échelle. À quel point est-ce que tu prends le risque? C'est déjà compliqué de faire un objet qui marche full-time. Et si en plus tu te rajoutes de la complexité embarquée, de faire plein de modules différents qui doivent communiquer les uns avec les autres, bah, ton échelle de complexité est telle qu'en startup, c'est hyper dur de se le Et permettre. puis encore, tu me dis si je me trompe, hein, mais il n'y a pas de traitement sur votre objet. Il y en a très peu. Parce que voilà, c'est un objet qui collecte de la donnée, le matériel GPS n'a pas changé en 20 ans. Je veux dire, vous n'avez pas de raison de faire une nouvelle version du boîtier tous les ans. Non. Alors qu'il y a des startups IoT sur Euratech où clairement, tous les 6 mois, ils devaient mettre à jour le composant, l'unité de processing, quoi. Ouais. Je voulais remettre FPGA, mais... Il y a plein de sujets qui quand même évoluent en termes de consommation électrique, de batterie, d'autonomie, de connectivité, Ouais. de tout ça, tu vois. Les sujets d'IoT, c'est quand même un sujet qui est en train d'exploser. Si on voulait mettre à jour la carte électronique, mais mettre à jour la carte électronique est un sujet hyper aussi Bah long, oui. compliqué, sourcer les composants, mapper ta carte, faire Ah des ouais. prototypes. Comme en plus on est drivé par la saisonnalité, bah, quand tu développes un produit, t'as un créneau pour la tester avec des clients, et puis après c'est l'année d'après, tu vois. Tu peux pas juste shipper ton truc Tu en peux pas mettre le octobre, boîtier ça a sur pas de sens. la voiture du patron et traquer ton patron? Ah mais on fait ça en partie. Une partie de nos tests de firmware, c'est de rouler. Est-ce qu'il n'y a pas des évidemment, boîtiers avec le Carnot boîtier. sur les voitures commerciales? Si, bien sûr. Si, bah ça doit être Bien trop bien. sûr. Dans Mais, quel champ était la voiture Carnot Mais ça va aujourd'hui pas dans les champs, c'est pas à 60 degrés en plein soleil Ouais. ou 70 degrés, ça prend pas tous les chaos, ça prend pas de l'épandage. C'est pour ça qu'il faut un gros boîtier, c'est parce que c'est en plein soleil toute la journée? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autonomie. Il y a beaucoup d'autonomie, oui, il y a beaucoup d'autonomie. Ouais. Non, mais c'est surtout la grosse coche, je la trouvais toujours très impressionnante. Je me suis dit, ils ont peut-être peur qu'elle se prenne des gros coups de pelleteuse, quoi. Mais c'est le cas. C'est Mais, le cas. mais on en a reçu des Shit. broyés, tu vois. Et à l'échelle d'un tracteur, On a c'est reçu petit, en des fait. broyés qui sont passés à... C'est Ouais, clair. ça. Bah, il est passé dans la moissonneuse batteuse. Mais ils aiment bien le Parce que côté c'est aussi, déjà arrivé. c'est un objet solide, quoi. Tu vois. Ouais. C'est un objet, tu peux vraiment Bah, passer dessus. Oula, tu viens de défoncer le micro. Oui. Désolé. En régie, il a fait oh. Désolé Clément. Mais en vrai, parce qu'au début, je me demandais si c'était pas justement pour la valeur perçue. Tu sais, les casques Beats, il y a genre 500 grammes dans chaque oreille juste pour la valeur perçue. Hein. Il y a de ça. Ouais. Mais Non, mais du plomb. non, de la fonte. Génial. Rigole C'est pas, du ça. béton. il faut que ça soit solide, c'est évident. Au secours. C'est évident. Attends, mais du coup, on n'a pas répondu à la question. Ouais, combien du on est Taille de Eh ben, l'équipe, est-ce que tu connais? C'est pour la LTC. peine, Ah, voilà. Recentrons. on est, il y a moi, un full stack à la base, Développeur front. pile complète. un développeur pas multi-compétences. Voilà. Un développeur donc firmware aussi, Ouais. un responsable logistique, un PO, et puis un back-end, un nouveau back-end. Maintenant on est une dizaine, grosso merdo. Voilà. Et on a 2 devs mobiles et un dev infrastructure. Donc il y a 6-7 devs en tout. DevOps. Ouais. T'as compris? Ouais. Tu écris du coup sur ton blog tous les ans un billet Ah, on y vient. gigantesque où tu racontes Sur ta mon vie de annonce. CTO. Ouais. Si là en 5 minutes, si une personne se met à lire tous les articles que tu as écrits sur les 4 ans, bien 5 ans, Ouais. qu'est-ce qu'il va apprendre? C'est en hyper 2 minutes, si on intéressant. doit synthétiser. Il va apprendre que il y a plein de trucs que tu sais pas faire et que c'est pas grave, qu'il faut juste faire de son mieux, trouver les bonnes personnes pour savoir le faire, qu'il faut ne pas avoir peur de toucher à tout, qu'il faut savoir recruter, qu'il faut aimer la techno, mais il faut surtout aimer les utilisateurs et que ça a beaucoup plus d'importance que d'aimer la techno.
Et ouais, surtout ça. Et que au bout d'un moment, tu as besoin d'un product owner, c'est hyper important. En vrai, c'est vrai ce que je disais. Sur une room clubhouse, il y avait des apprentis entrepreneurs qui me disaient ouais, on veut lancer un projet. Ils n'avaient pas d'utilisateur encore. Par contre, le dev, il était déjà chaud pour faire du Kubernetes, quoi. J'étais en mode. Non, mais... Un Tomcat suffit, pour le coup. Non, mais c'est surtout... non, mais Un en plus- Tomcat suffit avec des non, en scripts plus, bash. genre, leur population, Voilà, sachez-le. leurs utilisateurs finaux, c'était genre la population carcérale de la Belgique, tu vois. Je suis désolé, il y a pas, ils sont pas si nombreux que ça. Je me Non, rends bien pas sûr. compte combien de gens ça fait. Du coup, Non, mais c'est sûr pas que une super mais comparaison. voilà, c'est ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si tu visais 60 millions de Français, quoi. Non, par contre, t'apprends aussi à choisir les bons services managés pour qu'il y ait des gens qui se lèvent la nuit à ta place. Ouais. Et c'est peut-être un des sujets où moi je suis le plus à cran, peut-être, c'est que tout ce qu'on développe, il faut penser à l'échec d'abord. Qu'est-ce qui se passe si ça foire, quoi. Très important. Ça, je te rejoins. C'est vrai dans plein de. Ah ouais, mais c'est vrai tout le temps. Parce que ça va foirer en fait. Ça va Ouais, foirer. mais tu vois, parce que je veux bien, et à chaque fois qu'on rajoute un élément dans le système, les gens ils vont dire est-ce que ça va foirer, genre Cloudflare, je l'ai rajouté, il a foiré 2 semaines après, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas censé foirer Cloudflare. D'accord. Non, c'est pas. T'as pas une balle parce que. Mais Non, mais c'est vrai. en fait, c'est pas comme ça qu'il Non, et la première fois que j'ai pris Heroku, ils ont eu 48 heures de downtime aussi. En fait, c'est pas Ah, comme mais ça. ça noir, C'est pas comme ça qu'il faut que tu réfléchisses, je pense. C'est qu'est-ce qui va foirer qui n'est pas de qu'est-ce qui peut foirer qui est de ma responsabilité. Oui. Tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est le plus important, que tu délègues. Après, tu payes des niveaux de service. Mais n'empêche que c'est pas de ta responsabilité du fait que ça ait foiré. Un logiciel que tu as écrit, il va foirer parce que c'est toi qui l'as écrit. Et c'est normal. Et la donnée qui est hébergée quelque part, tu vas la perdre parce que c'est toi qui l'héberge. Et C'est ta responsabilité quand même, mais elle est pas directe. C'est-à-dire que si même GCP est down, Oui, Ouais, mais du bien coup, sûr. tu délègues cette c'est responsabilité CTO, à donc quelqu'un. du coup, Bien ça sûr. va se tourner vers c'est toi. ta par- responsabilité. Cela dit, tu l'as délégué à des gens qui, sur le papier, savent mieux faire ça que toi. Mais nous, c'est notre argument commercial chez Clever. C'est attendez, concentrez-vous sur votre code, sur votre fonctionnalité, Carrément. et déléguez-nous le fait de créer des VM, de mettre à jour des Linux kernels, parce que présentez-moi votre équipe, mais clairement, mes collègues, ils savent mieux le faire que vous. Ils font tous les jours depuis 10 ans sur des milliers, dizaines de milliers d'applications. Carrément. Et je te rejoins vachement là-dessus. c'est Ah, ça. puis on peut pas être bon en programmation système et en programmation React. Hein. C'est 2 cerveaux différents qu'il faut. Voilà, juste avant Noël, au bout de 6 mois chez Carnot, quoi, j'ai fait un full disk sur ma machine de base de données. Ah. Et bah ouais, non mais un grand classique, Oui. quoi. Et puis après, tu mets des sondes, tu vois. Et c'est tout. Et t'apprends. Et Ou donc, tu log rotate. Ou tu log rotate, tout ce que tu veux. Et puis t'avais un boîtier qui parle en boucle et qui a rempli le disque et c'est tout. Et donc à chaque fois que t'as un problème, eh bien il faut apprendre de ce problème. Donc, CTO, c'est ça, c'est beaucoup d'humilité, apprendre en permanence, savoir que tu sais pas, et Savoir faire confiance à ceux à savoir- qui tu ouais. délègues sans forcément faire le micromanagement de Et- vérifier si. on parlait de culture du remote aussi. Dans la culture du remote, il y a la culture de la confiance. Ah, mais oui, Mais alors c'est ça, c'est la base, impossible à quoi. faire autrement. Bah ouais, carrément. Donc la culture de la confiance, hyper important. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Et puis itérer, quoi. À chaque fois qu'une merde arrive, parce que ça arrive, eh bien tu essayes qu'elle se reproduise pas. Et au fur et à mesure, tu arrives à un truc qui est En plutôt fait, si ça arrive plutôt pas une mal, quoi. fois, c'est pas très grave. Ouais. Mais si t'as un pattern, quelque chose qui se reproduit régulièrement, bah là, c'est à toi de. C'est là, et c'est mettre là, en ordre de marche là pour que c'est ça de ta arrive, faute. C'est ça. Là, ça devient de ta faute. Non, mais en vrai, je suis surpris parce que quand t'as dit prendre des services managés, je m'attendais à avoir un niveau au-dessus, genre plutôt du serverless. Tu me dis qu'à la fin, il y a quand même des VM avec des bases de données installées dessus. Pourquoi t'achètes pas Parce des qu'après, bases de données complètement Ça managées? dépend des contextes, il va te le dire, mais Ludo, il a une base de données qui est gigantesque. Bah ouais. Ah, mais du nous- coup, si elle est gigantesque, pourquoi c'est pas BigQuery, quoi? En fait, il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. On a toute une partie, nous, qui est managée. Bon, très bien. La base de données, chez nous, c'est un sujet qu'on n'a pas fait pour une raison de coût. Tu prends une base de données managée, c'est hyper cher. Ouais, Mais- mais se réveiller la nuit, c'est hyper cher aussi. Non, mais je suis d'accord. Après, ta base managée, bah, typiquement, nous, on a quelqu'un dont c'est la compétence chez nous de faire en sorte que ta base managée, tu prennes le moins de risques possible dessus. Et d'avoir toutes les sondes qui vont, elle est redondée à Un différents DBA, endroits, ça tout coûte 70 000 € l'année. Ta base de données managée, elle coûte vraiment 70 000 € l'année.
Non mais attends, il m'apporte d'autres choses. Non, mais je pose la question, vrai, tu vois. En vrai, elle va tout coûter, oui, très très cher. Et peut-être que c'est une solution à laquelle je viendrai dans quelques temps. Mais en l'occurrence, une base de données que tu héberges toi-même te donne d'autres outils. Ouais. Qu'une base managée ne va pas te donner. Par exemple, nous, on fait de l'analyse de performance sur toutes nos requêtes, sur notre volumétrie, sur là où on passe du temps et tout ça. Et c'est quelque chose que les bases managées aujourd'hui fournissent très très peu. D'accord. Voilà. Donc ça nous fournit un service qu'on n'aurait pas trouvé en managé aujourd'hui, juste pour la partie data. Après, par contre, il y a toute une prise de risque sur ma base de données, il faut bien qu'elle soit backupée, être sûr que mon backup marche, qu'il soit redondé, qu'il soit accessible, même si par exemple au VH, le data center brûle. Hein, Ça n'arrive jamais. Non, mais ça n'arrive jamais. Non mais en fait c'est encore une fois C'est lié des à l'IoT parce que je me rappelle de projets IoT où justement l'ETL c'était de scraper le Bluetooth et puis ensuite de remonter un fichier plat en CSV, tu vois. Et à chaque fois le back-end me disait il manque des points de données. Ouais, j'en sais rien moi. Je veux dire, je les ai poussés en HTTP, t'as dit ok, tu vois. Ben ouais, mais l'IoT c'est aussi, en fait c'est de la mesure. Tu fais de la mesure. Et la du coup, mesure, t'en as beaucoup. D'une, nous on en a beaucoup. Et de deux, tu fais pas confiance à ta mesure. Et il faut prendre aussi tout ça en considération dans toute ta chaîne de valeur. Une mesure, ça peut être faux pour X raisons. Et donc tu apprends tout ça, tu apprends à traiter ta donnée. J'espère, je connaissais pas grand chose. Et voilà. Et du coup, tu as un processus, tu as tout un pipe data engineering pour retraiter ta donnée, modifier la granularité, enlever les anomalies. Aujourd'hui, je pense qu'on appellerait ça un pipe data engineering. Moi, j'en savais rien du tout. Moi, j'ai bricolé dans des bases de données dans BVM. Un tuyau de données de l'ingénierie. On a créé un tuyau de traitement de l'information. Je pense qu'on parlerait plus de processus que de tuyau, si je peux me permettre. Je sais pas, moi j'aime bien l'image du tuyau. Je trouve ça cool. T'as vraiment un flux, quoi. C'est vraiment un flux d'informations qui est transformé au fur et à mesure. Je me rappelle avoir vu un monsieur qui disait il faut arrêter de penser data lake, mais penser data flow, avec des images de chute d'eau. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis de temps en temps, t'as des rétentions de. C'est Didier Gérard qui faisait cette conférence-là pendant longtemps. Mais maintenant je le comprends, parce que t'as vraiment des cascades, et puis à des endroits, t'as des rétentions d'informations qui sont transformées par rapport à la rétention d'avant, et au fur et à mesure, tu transformes ta donnée, et c'est vraiment ça le délire. Et puis quand tu le testes, ça ressemble aux petites chutes d'eau qu'il y a en Corse, tu vois, et puis au bout d'un moment, ça ressemble effectivement à 15 fois les chutes de Niagara, quoi. Mais tu vois, en startup, c'est pareil, c'est plutôt facile de vendre à des clients. Tu vends parce que tu rends un service. Alors moi j'ai fait du commerce, ça m'a piqué là. Vendre c'est facile. Par contre, que ton business model soit cohérent avec ce que tu vends, c'est dur. Vous, c'est assez limpide, je pense, la façon dont vous rendez un service. Mais tu brûles vachement d'argent en startup, tu fais tes levées, tu brûles du cash et tout ça. Et d'un point de vue infra, en CTO, tu apprends aussi ça. Dans mes missions passées, on cramait du fric autant que tu voulais. Là, une partie du truc. Non, mais c'est vrai. Non, tu gères le budget maintenant. Et maintenant, tu gères le budget. C'est ton taf. Et son taf avant, c'était de prendre le budget. Exactement. Non, mais c'est le transformer en valeur. Ma dernière mission, c'était chez Decathlon. On était une équipe de 200 personnes sur un projet. Le Daily Scrum, il devait être long. Toute la journée, puis t'attends. Et c'était fou, tu vois. Tu cramais un fric monstre. Et là, ton infra, tu dois la réfléchir pour dire ok, je fais des compromis et il y a des choses que je fais moi-même parce que sinon ça coûte trop cher. Et voilà. Mais en vrai, ce qui est compliqué dans le business model, c'est que les clients ils sont prêts à payer quelque chose qui est proportionnel à leur valeur perçue. Par contre, tes coûts sont pas proportionnels à la valeur perçue. Mais c'est ton job qu'il le soit. Est-ce que c'est le job du CTO qu'il le soit ? Ah mais bien sûr. Pour moi, c'est ton budget, tu vois. Tu te mets en adéquation et tu dois avancer main dans la main avec l'entreprise pour créer un business model qui soit cohérent avec la tech. Et t'as des coûts, excuse-moi, t'as des coûts qui sont très élevés liés au nombre d'utilisateurs. Si tu onboardes un nouveau client aujourd'hui, t'es capable de dire il va me coûter 30 € cette année ou 300 € cette année ? Ouais, à peu près, ouais. Ok, je me rendais pas compte. Alors nous, on a des coûts qui sont des coûts d'onboarding, donc avec les CSM et tout ça. On a un coût commercial, on a un coût d'acquisition comme toutes les boîtes. Non, mais en serveur,
je veux Et dire. après, en tech, ça dépendra de la volumétrie qu'il va utiliser. Ouais. Parce que déjà, en boîtier, c'est un coût en plus. Bah, un boîtier, en fait, tout simplement, c'est un abonnement carte SIM, et puis après, il remonte de la data, donc il faut traiter ta data Je sais pas. et du support, et puis le stockage, la volumétrie qui va générer avec le nombre de boîtiers qu'il a acheté. Parce que nous, en fait, si tu veux, on passe de 10 000 à 20 000 utilisateurs par mois, on rajoute un deuxième serveur, et puis après, on fait une opti pour retourner sur un seul serveur, tu vois. Bah, C'est une pas des- comme si le métier. un nouvel inscrit sur Windows Non. 10 va pas me coûter 2 € cette année en serveur, tu vois. Ce qui est assez difficile à calculer, je trouve, dans l'IoT, c'est que un client va te coûter de plus en plus cher plus longtemps il reste, parce qu'il accumule de la data, en fait. Ok. Et donc ça, c'est assez difficile à prendre en compte. Alors Donc que nous, grâce à l'RGPD, la data disparaît au bout de 6 mois. Ouais, ouais. Ça fait gagner de l'argent. J'allais rebondir, Ludo, tu disais un truc du genre. Enfin, en tout cas, moi je l'ai entendu comme ça. Tu as l'air de dire que. Peut-être parce que la boîte est petite, c'est peut-être ça ma question. Tu t'intéresses de plus en plus à comment l'argent dépensé par tes clients est utilisé par toi. En tout cas, en tant que CTO, t'en prends une partie la responsabilité versus, tu disais, tu cramais du fric, je sais pas où. Est-ce que tu penses que c'est parce que la boîte est pas très grande? Est-ce que c'est parce que tu t'intéresses beaucoup au métier Non, c'est et aux utilisateurs? comme toute startup. Enfin, comme la plupart des startups, Clever, je sais que vous avez un modèle hyper vertueux vis-à-vis de ça, mais nous, on a démarré avec de l'investissement monétaire, donc de la levée de fonds. Ah, quand tu... Oui, je vois ce que tu veux dire. Clever, il y a de l'argent qui a été injecté au début aussi. Hein. Ouais. Oui, d'accord. Mais, Mais Il y a n'empêche des que actionnaires historiques. mais t'as une différence entre le premier argent qui est investi au début, je trouve, et puis ce qui se passe après avec les levées. Et les levées font qu'à un moment, tu vas essayer d'investir très très vite, et que tu dois assez vite aussi avoir un retour sur investissement pour générer de l'argent. Ouais. Et je me suis aussi intéressé à ça pour savoir, bon, ben, on crame de l'argent, où est-ce qu'on le crame, et il faut que tous les services aient conscience de l'argent qu'ils crament. Et donc ça fait partie du job. Parce que ça, moi, c'est un truc qui, quand j'ai changé de job et que j'ai rejoint Clever, qui m'a beaucoup plu. C'est que déjà, on te donne accès à une interface où tu vois le chiffre d'affaires quasi instantané, enfin, il est surtout mensuel. Et comme les salaires sont transparents, tu fais vite le rapprochement. J'ai pas accès aux factures de combien on dépense pour les machines qu'on a à gauche, à droite, mais je peux vite fait le demander et je me rends vite compte, ah ok, en fait, quand un utilisateur paye tant, ça va partir dans les salaires, dans les machines, et tu vois vite que y a pas de, c'est pas magique, et tu comprends finalement qu'est-ce qu'on met dans le prix qu'il y a au final. Alors qu'on a parlé des ESN, mais moi parfois je me demandais, mon TJM il vient d'où? Des baskets et des perceuses, mais c'est ça, moins de réalité, et ça c'est un truc qui me plaît, c'est d'être proche de l'utilisateur Vous et avez le aussi MRR, tous les deux, vous avez le MRR en face. Le monthly revenue recurring, le revenu récurrent mensuel. C'est ça. Et chez Clever, vous avez une marge brute qui est claire d'un certain nombre de points, qui est pas pertinent. Mais toi, par contre, tes coûts, ils sont pas directement liés au MRR. C'est genre, si le MRR demain il double, tes coûts ils vont pas forcément doubler. Ah quand même. Alors qu'eux, ils vont racheter des VM derrière, tu vois, à chaque fois. Nous aussi, tu vois. Ouais, et nous, ça va nous coûter plus cher en support. Si on a 2 fois plus leur d'utilisateurs. business, c'est de vendre des VM. Enfin, pas que ça, mais. Mais n'empêche que il y a un vrai souci enfin un souci non, mais il y a une vraie problématique si demain on a 2 fois plus de clients, j'aurai 2 fois plus de data, et si la scalabilité c'était juste tu fais curseur à droite sur ta console GCP, ça se saurait, quoi, tu vois. Ou ta console Clever. Je vais bientôt retaper l'écran de scalabilité. Et ça marche pas comme ça, c'est plus complexe. Tu Ce sera un web component. D'autres développements, et tu vois. Elle est pas drag and dropable. Non, mais l'écran actuel c'est du jQuery 8 et c'est plus complexe que ça de gérer ta scalabilité commerciale, et ça a été aussi un des jobs, c'était d'affiner la technique au fur et à mesure pour essayer de suivre la croissance, et c'est un travail permanent, de préparer le terrain pour être capable de... et surtout t'en sais rien, parce que t'as la météo, t'as la saisonnalité, l'hiver il y a 0 client,
Et puis quand tu commences à bosser en mars, quoi. D'un coup, tout le monde arrive. D'un coup, tout le monde arrive, et c'est le fruit de toutes les ventes de l'hiver. Du coup, tu fais comment? T'as un petit x10 sur la prod au cas où, entre l'usage et ta capacité? On essaye de se projeter, mais on fait. Il augmente la RAM de la VM où il y a la DB. Aujourd'hui, on fait x2, x3 tous les ans. Et donc... attends, x2, x3 par rapport à l'année d'avant. Ouais. En vrai, sans déconner, nous on a des Cloud Functions où on est obligé de mettre 4 Go de RAM. Hein. Donc, et c'est là où on se dit, il y a peut-être une fuite de mémoire. Peut-être. Non, mais t'apprends. Et puis, tu vois que si jamais au démarrage de la saison ça se passe mal, tu es un peu sur le pied de guerre et tu trouves où ça se passe mal parce que t'as mis les bonnes sondes partout et les bonnes métriques partout. Faut mesurer. Il y a que ça de vrai. Et puis, tu t'adaptes, quoi. En vrai, on va arriver à 2 heures de rec. Hein. Ouais. Moi, j'allais juste dire, du coup, t'as dit, je me prépare à tous les trucs qui vont foirer, et finalement, tu te prépares aussi au succès. Qu'est-ce qui se passe si on est, si l'année prochaine, on est 5 fois plus? Et ça, c'est beau. Ouais, c'est cool. Voilà. Est-ce que c'est ça juste dire ça, en fait, non, mais oui, mais maintenant, si vous voulez, genre, en vrai, on fait le tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous voulez faire une dédie? Est-ce que vous voulez faire une promo? Est-ce que vous voulez faire un call to action? Est-ce que vous avez aimé être là? Est-ce que vous avez participé à l'enquête? J'ai détesté être là, bien sûr. Participer à l'enquête, c'est important. Non, mais ça me faisait plaisir de pouvoir échanger sur des sujets assez divers et variés. Mais je crois que je ferai un mot de la fin sur la question du rôle de développeur. Et pour moi, c'est un métier hyper créatif, épanouissant, où quand t'es curieux, ça peut être vraiment génial. Et ton rôle, c'est de créer des outils pour des gens et de le faire en collaboration avec plein de types de métiers différents. Et pour l'instant, même si tout le monde se met à faire du pain pendant le confinement, j'ai pas du tout envie de changer de carrière aujourd'hui. Soyez curieux et voilà. Soyez curieux, stay foolish, stay hungry. J'ai réussi à le remettre en anglais. Moi, je serais... Je dirais que j'allais dire c'est une aventure humaine, c'est hyper cliché, mais plus que la technique, tu bosses en équipe et tu bosses avec des gens. Moi, quand je suis arrivé à Lille, Cyril, tu m'as accueilli dans ton équipe chez ADO avec Hubert. C'est là tout le Toulousain. Exactement. Et c'était génial. Et puis grâce à toi, on a vu aussi le jug lillois et tu nous poussais à dire ce soir on reçoit toute l'équipe, toute l'équipe, quoi. Et tu nous as amenés dans cette communauté, on a rencontré plein de gens, ça a drivé nos missions à chacun parce que c'est du réseau professionnel, c'est tout ça. Donc la dédicace, Cyril, hein, c'est pour le boulot communautaire parce qu'on dira jamais assez le travail que ça représente. Ouais. Donc c'est vraiment de la communauté, de la bienveillance, de l'envie d'apprendre et de faire des choses impactantes ensemble. Est-ce que, parce qu'en ce moment, avec Marcy et Nicolas, on écrit un livre. Avec qui? Marcy et Nicolas. J'ai compris Marcy. Avec Marcy et Nicolas. Ça, c'est heureusement qu'elle est au bout, celle-là. On écrit un livre qui s'appelle le livre de We Love Devs, le guide ultime pour être heureux dans l'IT. J'ai l'impression de faire un film. Fais-le avec une voix suave. Le guide pour être heureux dans il y a de la compression sur il y a tout le film, d'abord le livre. Si on doit mettre un ingrédient de chacun d'entre vous qui est indispensable à la recette du bonheur dans l'IT pour les développeurs, est-ce que c'est ça pour toi? C'est le temps que tu passes avec les gens, la bienveillance, et l'argent. Et l'argent. Quel est il est tellement pas comme ça en plus. si on doit te citer, qu'est-ce qu'on écrit dans le livre? Ouais, moi je dirais que de l'impact découle tout le reste. Si tu penses que l'impact, que ce que tu fais a de l'impact et que ce que ta boîte fait a de l'impact, tout le monde est animé pour un objectif commun et je pense que ça pousse la bienveillance ensemble parce que juste comme tu as un objectif commun qui est de rendre service, tu crées un environnement qui est sain et qui est cool. Donc à mon avis, pour que vous soyez heureux dans votre job, trouvez-lui du sens. Et c'est le principal argument pour moi. En vrai, c'est super cool et c'est impressionnant parce que tu es resté fidèle à ce que tu as dit au début. C'est plutôt cool. Alors que je te promets, tous les enregistrements que je fais maintenant, ils changent. Change d'avis encore de route. Je suis persuadé. Hubert, quel est ton ingrédient? Qu'est-ce qu'on met dans la soupe? L'ingrédient spécial de Hubert? C'est assez proche de Ludo. C'est
pour être heureux en tant que dev, moi, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment alors je vais réutiliser le mot impact, ou je peux le dire autrement, avoir la satisfaction d'avoir créé un outil qui sert à quelqu'un, que ce soit pour le rendre heureux, suivant ce que tu fais, ou plus productif, ou ce que tu veux. Ça, moi, je trouve ça super cool, quoi. Et c'est ça qui me rend heureux en tant que dev. La satisfaction d'avoir fait quelque chose d'utile, c'est relativement différent, c'est un autre ingrédient. Hein. Bah c'est proche de ce qu'il dit, avoir l'impact sur les gens. Et dans l'occurrence chez Clever, tous les devs, on est amené à faire du support. Et quand t'as en direct dans le chat quelqu'un qui dit c'est trop, bon t'as aussi des gens qui disent mais quand t'as des gens qui te remercient pour le service, pour la qualité du support ou autre, c'est hyper gratifiant. Quand tu les vois en vrai en conférence dans le monde d'avance, c'est tout aussi Et puis génial. on a râlé, on a été content aussi, hein, genre. Oui, vous êtes sur le support de temps en temps. On est content. Cyril, est-ce que en tant que chef cuistot, tu vas rajouter un ingrédient secret ou varier les doses? Je trouve qu'on a passé un bon moment avec vous. Carrément. C'est important de mettre en lumière deux personnes qui sont vraiment super passionnantes, qui sont inspirantes, qui ont fait des évolutions des choix de carrière assez différents. Donc développeur, c'est pouvoir choisir son choix de carrière facilement. On a cette chance-là. Passer de développeur à expert, DevRel aussi un peu, et qui partage son savoir de différentes façons. On peut passer du côté chief, CTO, management, Fichier Excel. Excellent. avec budget. Et donc je crois que c'est vraiment bien de Il met mettre du code dans Excel, lui. Hein. des fonctions. Non, je déconne. Ça. Donc voilà, c'est la possibilité en tant que dev de pouvoir choisir, d'avoir la flexibilité de son futur, de pouvoir évoluer, d'être autodidacte. Ouais. Donc c'est un ingrédient qui me parle, qui me plaît beaucoup. C'est super cool. On va finir ici l'enregistrement. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à tous. En vrai, c'est super chouette si vous avez écouté. On a enregistré 2 heures, je crois. Oui. C'est vraiment super Presque. cool si vous avez... Ouais, 2 heures. C'est vraiment super cool si vous avez écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Pensez à répondre à l'enquête, parce que pour trouver la recette qui rend les développeurs heureux, on fait ces podcasts, mais l'enquête, ça nous aide à avoir des éléments quantitatifs aussi, et ça nous permettra à la fin d'écrire vraiment le guide ultime. J'espère qu'on n'en fera qu'une seule édition, même si c'est sûr qu'on en fera Sinon, plusieurs. c'est pas utile. Mais voilà, si on veut vraiment répondre à la question et faire quelque chose de complet, on a besoin que vous répondiez à l'enquête au-delà des podcasts. Et encore merci beaucoup aux invités. Merci Merci à à vous. Cyril d'avoir invité Merci. les invités. Et c'est Merci à super toi cool. Damien À pour bientôt. l'invitation.